Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle version de Odoo Insider. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Olivier. Bonjour. Product Owner comptabilité, responsable de la localisation française. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la réforme de la facturation électronique en France. Et donc, ça sera un Odoo Insider un peu différent de d'habitude. Donc, je me présente, Laureline, consultante chez Odoo depuis 6 ans et dans l'équipe pour services pour partenaires, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Oui, moi c'est Olivier, donc comme elle l'a dit, Product Owner chez Odoo depuis presque 4 ans et en charge entre autres de tout ce qui touche à la localisation française. Donc je pense qu'une grande partie d'entre vous me connaissez déjà, mais voilà. Donc voilà, on est ici aujourd'hui pour vous parler du sujet tant attendu sur Odoo en tant que plateforme agréée officielle. Ce sera un peu un format différent par rapport aux Odoo Insiders habituels, dans le sens où ici on va commencer par vous faire une petite présentation. Ensuite, on vous montrera dans Odoo directement comment ça va marcher. Et puis après seulement, on mettra le temps pour les questions-réponses où Olivier et moi s'efforcerons de répondre à un maximum de vos questions sur ce sujet. Voilà, ce sera aussi une façon de montrer du coup toute la facturation, étant donné que c'est une facturation électronique qu'on ne peut pas s'inscrire directement en production parce qu'on n'a pas ici une compagnie française pour faire des fausses factures. Donc tout va se faire en version test, donc vous allez voir aussi la partie test derrière. Voilà. Alors, du coup, première grande nouvelle, donc c'est déjà officiel depuis plusieurs semaines, mais donc Odoo est officiellement repris comme plateforme agréée par l'État français. Donc, c'est un choix qu'on a décidé de faire chez Odoo, de créer notre propre plateforme agréée pour pouvoir répondre à toutes les exigences de l'État français. Et surtout aussi pour pouvoir la proposer à un prix attractif par rapport à ce que d'autres plateformes peuvent proposer. Voilà. Donc, on reste toujours sur le pricing du fait que nous, on ne veut pas mettre de surcoût à l'activation de la facturation électronique, ni non plus de coût à l'envoi de nos factures. Alors finalement, ici on va commencer par revenir un peu en arrière et parler de finalement c'est quoi la facture électronique. Donc ce qui est important en France, il y a 3 dates importantes, mais globalement, de manière plus générale que la France, l'obligation électronique vient de l'obligation VIDA, donc qui est une norme européenne qui a été décidée pour 2030 où on demandera à tous les États de l'Union européenne de s'échanger des factures électroniques entre eux. En France, du coup, on a 2 autres dates. Celle pour laquelle, je suppose que vous êtes tous là aujourd'hui, la deadline du 1er septembre 2026, qui nous impose une obligation de recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA, mais également une obligation d'émission et de e-reporting pour les grandes entreprises et les ETI. En 2027, donc tout pile un an après, on aura aussi l'obligation d'émission et de e-reporting, du coup, à ce moment-là, pour toutes les entreprises qui seront assujetties à la TVA française. Exactement. Donc, il est très important de se poser la question aujourd'hui de pouvoir trouver une solution qui est capable de couvrir les 3 différentes échéances afin de pouvoir être sûr d'être conforme sur le long terme. Donc, pourquoi est-ce que finalement on parle de facturation électronique partout en Europe? Le principe, c'était de pouvoir avoir un format standardisé, donc un document standard qui serait lu par tous les logiciels de facturation, dans lesquels on va retrouver les informations de la facture, du fournisseur et du paiement. Le deuxième avantage de la facturation électronique, c'est de pouvoir faciliter les flux de paiement, car toutes les données, elles sont directement dans le fichier électronique. Et le troisième avantage, c'est la transmission sécurisée, car il faut pouvoir s'inscrire sur une PA pour pouvoir utiliser le réseau de facturation électronique. Alors, on entend beaucoup parler finalement de PayPal, mais c'est quoi PayPal? Donc, PayPal, il faut le voir comme un cadre mis en place par la Commission européenne dans le but de généraliser, centraliser toute la facturation électronique. Il ne s'agit pas seulement d'un logiciel ou d'une plateforme, c'est vraiment une infrastructure collective qui va permettre à plusieurs logiciels de comptabilité de communiquer directement entre eux. PayPal, on en parle beaucoup dans l'Union européenne, mais ce n'est pas utilisé que dans l'Union européenne, c'est utilisé et disponible déjà actuellement dans 37 pays différents dans le monde. PayPal va fonctionner comme un carnet d'adresses qui va, lui, organiser l'envoi des documents électroniques d'un programme à un autre de manière sécurisée, standardisée, comme je l'ai dit. Mais ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que PayPal va bien plus loin que juste les factures électroniques. C'est capable de prendre en charge des factures, des notes de crédit, mais également tout ce qui va être bon de livraison, bon de commande, etc. Tout à fait. Et donc, basé là-dessus, en Belgique, par exemple, on a le réseau PayPal qui est complètement intégré. En France, et le gouvernement français est parti sur un autre process
qui se sert de PayPal pour communiquer entre les différents points d'accès qui existent, dont Odoo. Mais il y a aussi une surcouche qui est liée vraiment à l'État français, qui permet à ce moment-là d'envoyer tout ce qui est e-reporting et communication. C'est pour ça qu'on parle plus en France de plateformes agréées, PA, mais effectivement, ces plateformes agréées discutent entre elles via le réseau PayPal majoritairement. Voilà, donc c'est pourquoi on va passer à finalement, c'est quoi une plateforme agréée? Donc la plateforme agréée, c'est l'ancien PDP en France, qui était la plateforme de dématérialisation partenaire, qui maintenant s'appelle plateforme agréée. En fait, ça désigne principalement un prestataire informatique qui va être officiellement validé par l'État, donc par la DGFiP, pour pouvoir gérer la facturation électronique entre les différentes entreprises. Donc, quel est le rôle exact de cette plateforme agréée? Le principe, c'est qu'elle agit en tant qu'intermédiaire de confiance sécurisé entre vous, vos clients, vos fournisseurs et le fisc. Elle va automatiser 3 actions majeures dans la facturation électronique. Donc, on a parlé d'émission et réception. Donc là, la PA, elle va transmettre vos factures de vente à vos clients. Elle va centraliser toutes vos factures fournisseurs, mais elle va également transmettre tous les cycles de vie de la facture que l'on demande. Ensuite, par rapport au contrôle de conformité, elle va vérifier que les factures respectent le format légal imposé et contiennent toutes les mentions obligatoires. Par rapport à la transmission fiscale, donc il y a le e-reporting qui va être principalement utilisé pour tout ce qui est hors du scope B2B dans l'envoi des factures. Et donc, elle va envoyer automatiquement ces données financières requises à l'administration française. Oui, et donc là, il y a 2 types de e-reporting. Il y a le e-reporting typiquement des factures qui seront toutes les factures B2C, donc pour les clients finaux qui n'ont pas de numéro de TVA, et pour toutes les factures B2B internationales qui, elles, du coup, passeront soit par PayPal, soit par email, soit par impression, si vous voulez, enfin, peu importe, et qui, du coup, elles, ne se rentrent effectivement pas dans la partie de base de la facturation électronique et rentrent dans la partie e-reporting. Il y a un deuxième type de e-reporting derrière, qui est le e-reporting des paiements, car, comme vous le savez, évidemment, tout ce qui est paiement sur les services va générer de la TVA du côté du vendeur, et donc, du coup, ça, c'est un autre format de e-reporting qui sera aussi géré et envoyé une fois par mois alors à l'administration avec la liste des paiements qui ont été faits durant ce mois-là. Ok. Alors du coup, concrètement, comment ça marche en France? Donc on est basé sur le modèle à 5 coins. Donc le principe ici, c'est de pouvoir aller envoyer la facture de l'émetteur jusqu'au récepteur à travers différentes étapes. Ici, on pourrait comparer ce schéma à le fait que vous envoyez une lettre. Donc si moi je suis émetteur ici, je peux envoyer une lettre et là j'ai plusieurs choix. Je pourrais très bien passer par la poste classique comme je pourrais passer par DPD ou Chronopost, et donc je peux avoir plusieurs points pour émettre ma facture comme pour poster ma lettre. Une fois que j'ai posté ma lettre, du coup, c'est l'équivalent du PA. Donc ma lettre, elle est arrivée ici, et donc là, on doit imaginer que j'ai le facteur qui va venir chercher ma lettre et qui va venir la déposer au centre de tri. Donc on peut comparer PayPal à un centre de tri, et donc là on va retrouver toutes les factures qui vont être traitées à ce moment-là. Ensuite, quand ma lettre elle est passée dans le centre de tri, c'est un autre facteur qui vient rechercher ma lettre, et donc ici on le compare à l'APA du récepteur. Et ensuite, le facteur, quand il vient chercher ma lettre, il va le déposer chez le récepteur, mais évidemment, moi je peux avoir qu'une seule adresse où j'habite, donc du coup j'ai qu'une adresse de réception. Donc ça c'est le flux qui va se passer du coup pour la facturation, mais comme on dit en France il y a un modèle à 5 coins, c'est qu'effectivement il y a aussi une communication directe vers la DGFiP. Donc au moment où moi en tant qu'émetteur, j'envoie ma facture à l'APA. L'APA va avoir une double action. Elle va non seulement transmettre à PayPal pour pouvoir passer vers une autre PA, mais également transmettre directement les informations à la DGFiP, que ce soit les informations de facturation, mais également le e-reporting. Le e-reporting ne passe pas du tout par PayPal, c'est vraiment juste une information qui est liée à l'État. Du coup, comment finalement Odoo va fonctionner? Donc pour tout ce qui va être B2B, Odoo agit vraiment comme un point d'accès. Donc il va envoyer les documents au bon format vers le logiciel du client à travers PayPal, et comme je vous l'ai dit, directement également à la DGFiP également. Pour le reste, donc tout ce qui touche à l'e-reporting, donc on va retrouver là-dedans tout le B2B international, le B2C et également les rapports de paiement. Donc là, Odoo, tous les 10 jours, va transmettre un rapport avec le total des factures B2B internationales par jour, le total des factures B2B par jour et un autre rapport pour les paiements.
On verra quand on ira dans Odoo après, mais donc le principe c'est que si il n'y a aucune erreur au moment où on est censé envoyer, Odoo va envoyer directement les informations à la DGFiP. Si des erreurs subsistent, alors on va laisser quelques jours à Odoo pour que vous puissiez avoir le temps de corriger avant d'envoyer à la DGFiP. Si au bout de ces quelques jours de battement, il y a toujours des erreurs, alors là, Odoo, on verra tout ce qui est sûr et on verra au fur et à mesure chaque fois que vous corrigerez les erreurs dans votre base de données. Voilà, je pense que c'est très bien résumé. Il y a aussi effectivement l'APA, un petit point qu'elle fait également, en plus de la facturation et de l'e-reporting, c'est tout ce qui est statut de cycle de vie des factures et de cycle de vie complet, de paiement aussi. Et donc elle va aussi jouer le rôle de messager là-dessus pour dire est-ce que le client a déjà généré le paiement ou pas. Et donc il y aura des statuts tels que paiement en cours qui pourront arriver chez le vendeur pour dire voilà, le client a lancé le paiement, mais je ne l'ai pas encore dans ma banque, donc on est sur un paiement en cours. Voilà. Alors au fond, comment ça marche? Donc le principe c'est que chaque entreprise sera obligée d'avoir au minimum un endpoint. Donc un format standard attendu pourrait être sirène _siret. Mais en France, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs endpoints. Donc du coup avec différents formats. Le sirène sera toujours obligatoire dans ce cas-là, mais vous pourrez avoir soit des codes suffixes, soit le siret et un code d'acheminement derrière en fonction des différents besoins par rapport à votre société. C'est ça. Et donc ce endpoint servira vraiment d'adresse de réception qui sera fourni à vos fournisseurs pour pouvoir envoyer directement la facture jusqu'à vous. Le sirène est obligatoire, comme elle vient de le dire, car en fait, on se base sur l'annuaire fourni par le gouvernement français pour pouvoir valider ou non une entreprise, et cet annuaire contient les sirènes. Donc, si vous créez une nouvelle entreprise, il va falloir attendre un petit peu que l'annuaire français soit mis à jour avec ce sirène pour pouvoir s'inscrire. Car voilà, il est obligé de commencer, le format est toujours obligé de commencer par le sirène répertorié dans l'annuaire administratif français. Ok. Il est aussi du coup possible d'utiliser deux PA différents, mais dans ce cas-là, il faudra, donc si par exemple moi en tant que client je voudrais utiliser une PA pour l'émission et une autre pour la réception, il me faudra donc deux endpoints différents également. Et un point qui est important à souligner dans Odoo, c'est que nous, par instance Odoo, donc par base de données que vous avez, on pourra activer qu'un seul endpoint. Donc si vous êtes dans une optique d'en utiliser plusieurs, on aura toujours des solutions telles que l'utilisation des branches ou du multi-compagnie en fonction de vos besoins. Mais notez bien qu'une base de données Odoo égale un endpoint. Exactement. Et cet endpoint servira à la fois pour la facturation B2B France et à la fois, vu qu'on est déjà à Access Point PayPal, on le créera sur le réseau PayPal aussi, ce qui permettra à des fournisseurs étrangers, par exemple depuis la Belgique ou depuis l'Espagne, d'envoyer directement des factures à cet endpoint-là via le réseau PayPal et de rester du coup dans de la dématérialisation de ce côté-là aussi. Merci. Alors du coup, une question qui est très attendue, donc finalement, quels sont les formats qui vont être utilisés? Donc aujourd'hui, avec la facturation électronique, le PDF n'a plus de valeur légale, on doit vraiment passer par du XML. Pour être certifié PA, on avait une obligation de pouvoir réceptionner 3 types de formats, donc l'UBL, le C2I et le FactureX. Donc on est tout à fait aux normes et on est capable de réceptionner ces 3 formats. Et pour l'envoi, l'État français n'a pas imposé un envoi particulier, donc nous, chez Odoo, on a pris la décision de travailler avec l'UBL tant qu'on n'avait pas de contre-indication de l'État français. Oui, parce que après plusieurs recherches, de toute façon, toutes les PA sont obligées de recevoir les 3 formats, donc quel que soit le format choisi, toutes les PA en face pourront le réceptionner. Il n'y a aucun format qui apporte vraiment de plus-value dans les champs possibles à rajouter dedans, donc l'UBL autorise tout ce qui est possible aujourd'hui. Et en plus de ça, on a choisi l'UBL parce qu'on est déjà fort de l'expérience UBL du côté PayPal en Belgique, où là la facturation électronique est obligatoire déjà depuis maintenant presque 6 mois. Et donc, on a déjà tout cet avantage-là sur la partie UBL, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aujourd'hui. Oui. Un choix aussi qu'on a fait chez Odoo, c'est de pouvoir emporter le PDF dans l'XML. Donc du coup, quand vous enverrez en XML, on envoie le PDF avec. Et si d'autres programmes ont également fait ce choix-là, vous verrez vos PDF qui rentreront dans Odoo également pour avoir une meilleure lisibilité et un meilleur contrôle de vos factures. Dans le cas où il y a des programmes qui auraient décidé de ne pas embarquer le PDF avec l'XML, dans Odoo, on a mis en place un système d'autogénération d'un PDF qui serait basé donc sur l'XML, histoire de quand même avoir dans le chatter sur la droite quelque chose de plus agréable à regarder. Tout à fait. Après, le réseau français est quand même très très fort sur FactureX. Donc FactureX étant basé sur un PDF avec les données dedans, a priori en France, on devrait avoir beaucoup moins de soucis de PDF non visibles que ce qu'on a dans d'autres pays d'Europe. Oui.
Un point aussi à noter qui est important, c'est que pour le moment, on ne gère pas l'envoi de pièces jointes via l'APA. Ce n'est pas quelque chose qui est spécialement définitif, mais c'est le cas aujourd'hui, donc j'aimerais insister dessus. Oui, l'idée est de le faire à terme. Hein. C'est vraiment juste qu'aujourd'hui, on a préféré se focaliser sur l'envoi de factures, qui est quand même la deadline légale du 1er septembre aussi. Et maintenant, on va pouvoir, maintenant que le point d'accès est sorti et qu'on peut s'inscrire dessus, on va pouvoir rajouter petit à petit les features, enfin les fonctionnalités telles que l'envoi de documents et des choses comme ça au day-to-day en fonction de l'avancement des développements là-dessus. Merci. Alors du coup, notre PA, donc, elle est basée en France sur serveurs sécurisés et on a évidemment la qualification SecNum Cloud qui était demandée. C'est un passage un peu plus technique, mais pour savoir ce qu'on va stocker sur la PA, nous, on a pris du coup le parti de stocker uniquement les logs de passage. Donc vous allez retrouver tout ce qui va être l'UID, la référence, la date de création, l'identifiant de l'expéditeur et du destinataire, le type de document, s'il était en erreur et la raison. Et on ne conservera pas le fichier UBL sur la PA seulement, en temps normal, on le conservera uniquement si il est en erreur. Oui, exactement. Donc ça, c'était un des points pour la validation de l'APA, c'est de garder ces logs pendant un certain nombre d'années. Et donc, évidemment, on le fait, et on le fait déjà dans d'autres serveurs aussi, donc il n'y a pas de raison que tout est fait nickel là-dessus. Voilà. Oui, notre module est sorti lundi. Je sais qu'il y en a certains de vous qui l'ont déjà vu, qui l'ont déjà même testé. On a déjà des inscrits. Oui, on a déjà une bonne 25-30 inscrits déjà hier, donc je pense que ça ne fait que monter. Voilà. Après ce Insider, je pense également. Par contre, j'aurais juste, Olivier l'a spécifié au début de séance, mais bien spécifié qu'on est pour le moment sur des serveurs test, parce que du coup, on ne peut pas utiliser des serveurs de production. Donc, c'est quand même un peu moins stable que les serveurs de production. Et en fait, du coup, on est inscrit dans la phase pilote demandée par l'État français. Alors, et donc, vous allez pouvoir le tester. Oui, alors juste une petite précision quand même là-dessus. La partie serveur test, c'est pour nous ici pendant la démo. Les clients qui s'inscrivent aujourd'hui sur Odoo, que ce soit en SaaS ou en SH ou même en on-premise, là ils seront inscrits directement sur les serveurs de production évidemment. Parce qu'il y a tout un système, vous allez le voir, on va le montrer, de KYC, donc pour s'assurer que la personne qui a inscrit la compagnie a bien le droit de le faire et bien la personne qu'elle dit être. Et donc évidemment ça, nous en tant que démo ici, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas se faire passer pour une autre compagnie, ça ne pourrait pas marcher. Donc du coup on le fait sur des serveurs test ici, mais tout ce qui est fait côté de chez vous dans Enterprise, SaaS, Community Enterprise ou Community, SaaS, SH ou On-Premise, se fait sur des serveurs de production. Et la phase pilote est aussi sur des serveurs de production. C'est exactement les mêmes serveurs que ceux qui seront disponibles le 1er septembre. La seule chose, c'est que effectivement vous pourrez déjà envoyer et échanger des documents dès que la validation est faite, donc c'est-à-dire si vous vous inscrivez aujourd'hui à partir de demain, si vous êtes dans la phase pilote, si vous n'êtes pas dans la phase pilote, il faudra attendre le 1er septembre pour le faire, mais vous allez voir qu'on peut aussi facilement s'inscrire ou se désinscrire de la phase pilote si vous voulez tester et que vous ne l'avez pas encore activé par exemple. Oui, merci pour la précision. Alors du coup, l'APA, elle va être compatible avec quelle version d'Odoo? Donc déjà, bonne nouvelle, c'est compatible sur Odoo Entreprise, mais également sur Odoo Communauté. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'APA, c'est qu'on a tout développé sur base du code de la version 18. Donc tout sera disponible pour les versions ultérieures et on a effectivement prévu un backport pour la version 17. Attention, backport n'est pas encore disponible. Comme on l'a dit, on a sorti le module que lundi. Donc c'est prévu pour le mois de juillet de travailler sur le backport. Mais donc effectivement, on soutiendra bien la version 17, 18, 19 et toutes les futures versions. Oui, et alors le pourquoi on postpose à juillet le backport, c'est très simple. C'est parce qu'on a besoin de feedback aussi, et c'est pour ça qu'on sort le module aujourd'hui sur 18-19. On va pouvoir, avec tous les feedbacks et tous les retours qu'on a, améliorer les choses aussi. C'est quand même le but, de toujours améliorer le produit, et tout ce qu'on peut améliorer avant le backport facilitera la suite des choses aussi. Donc c'est pour ça qu'on laisse un petit mois ici, le mois de juin, pour finaliser la 18-19 avant de s'attaquer au backport de la 17. Ok. Je vous invite quand même à ne pas rester en 17 parce qu'il y en a quand même la version 20 qui sort en septembre et donc du coup n'hésitez pas à anticiper les migrations éventuelles de vos futurs clients ou les vôtres si vous êtes client ici aujourd'hui. Oui, et de toute façon c'est sûr qu'entre la 17 et la 19 il y a quand même pas mal d'améliorations dans le programme. Et donc on peut se baser sur ces améliorations si on est en 19. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment en 17, on ne peut pas tout backporter en 17. Donc la fonctionnalité fonctionnera en 17, mais la facilité d'utilisation et la UX sera quand même toujours meilleure dans une 19 ou dans une 20 et encore mieux dans une 21 sans doute à terme. Donc effectivement ne tardez pas trop à migrer si vous voulez avoir la meilleure expérience.
Super. Donc finalement, comment se connecter? Certains d'entre vous ont sûrement reçu un mail hier avec les différentes étapes de connexion. Ici, c'est pas quelque chose qu'on va vous montrer en live, tout simplement parce que du coup, l'inscription à l'annuaire central va se passer en fait sur chacune des PA. Donc quand vous allez essayer de vous connecter sur Odoo, vous allez vous inscrire dans notre annuaire et nous, Odoo, on va devoir aller interroger tous les autres annuaires pour voir si vous avez déjà un point d'accès qui est connecté ailleurs ou pas. Je t'interromps peut-être juste 2 secondes avant. Parce qu'avant de s'inscrire et de pouvoir faire ça, si vous avez commencé sur une nouvelle base de données française, il n'y a pas de problème, tout sera déjà configuré et il n'y aura plus qu'à cliquer sur les boutons que l'on vous montre maintenant. Si vous êtes sur une base de données existante, n'oubliez pas d'aller mettre à jour la liste de vos modules et rajouter le module facturation électronique française, qui va pouvoir qui va se mettre à la place du module PayPal actuel et qui va du coup vous permettre de vous inscrire ici directement. Donc pour trouver le module, tout simplement en tapant PDP. Pas là, je pense. Je suis pas sur le bon écran. Pardon. Désolé. Ah zut. Mon problème technique, je peux pas le changer. Si tu peux prendre là, prendre derrière. Voilà. Donc pour le changer, tout simplement, vous pouvez aller dans les applications, enlever en haut à gauche, il y a mettre à jour la liste des apps pour ceux qui n'ont pas fait la mise à jour. Si vous ne le trouvez pas. Et puis une fois que c'est mis à jour, en tapant tout simplement PDP, vous allez trouver le module de e-invoicing pour la France. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à l'installer. Et puis vous aurez les mêmes écrans que ce qu'on va vous montrer juste après. Hop là. Du coup, donc, ce que je disais, c'est que au moment où vous allez choisir du coup votre identifiant, Odoo va interroger les autres annuaires pour voir si vous aviez déjà un point d'accès quelque part. En fonction de cela, il va transmettre l'information à l'État français dans l'annuaire centralisé pour pouvoir valider que c'est votre endpoint. Nous, Odoo, on communique avec l'État français toutes les nuits, donc c'est pour ça qu'il est important de prendre en compte que vous aurez un délai, le temps que votre inscription soit effective et que vous puissiez réellement utiliser le réseau de facturation électronique via les PA. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que de manière générale, Odoo va envoyer l'information directement dès qu'on a l'information. C'est juste que l'État fait une mise à jour toutes les nuits avec toutes les différentes inscriptions, désinscriptions, changements de PA de tous les utilisateurs de la journée. Et donc, nous, on aura l'info que le lendemain de ce qui a changé ou pas. Et si nous, on l'a, c'est la même chose que pour tous les autres PA. Elles l'auront pendant la nuit, au moment où l'État envoie toutes les modifications. C'est pour ça qu'il y a toujours ce délai d'un jour entre l'inscription et le moment où vous pouvez l'utiliser réellement. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on ne vous montre pas en live, parce que pour pouvoir avoir une base de données, on a dû déjà l'activer en avance. Mais du coup, vous aurez aussi accès à la présentation après, mais c'est pour vous montrer un peu les différentes étapes pour se connecter. Donc, en allant dans la configuration, dans les paramètres, vous aurez une section qui s'appellera facturation électronique française. Pour le moment, donc je sais que ça a déjà été remonté, que tout est encore en anglais, c'est normal. Chez Odoo, on développe toujours tout en anglais et après on fait les traductions. Donc ça sera évidemment traduit en français, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais donc il vous suffira tout simplement d'appuyer sur le bouton pour activer la facturation électronique, de pouvoir renseigner une adresse mail et puis alors vous allez pouvoir accéder à une plateforme d'authentification. Pour l'adresse email, il faut que ce soit l'adresse email d'un responsable de l'entreprise. Parce qu'ici, comme je l'ai expliqué tantôt, on fait un check KYC, KYB, donc c'est-à-dire on vérifie que la personne qui s'inscrit est bien la personne qu'elle prétend être et également qu'elle a bien le droit de le faire au nom de la société en question. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit référencé sur le site français de toutes les entreprises en tant que responsable de la société. En général, il y en a 1, 2 ou 3 qui sont possibles de le faire. Oui. S'il n'a pas Odoo, c'est pas très grave parce que de toute façon, au step d'après, il y a la possibilité d'envoyer l'URL du lien directement à cette personne-là. Comme vous voyez ici, effectivement, on peut juste prendre l'URL pour l'envoyer et la personne pourra s'identifier. Donc après, vous allez voir, vous allez devoir sélectionner qui vous êtes et puis à différentes étapes juste à suivre, donc avec une authentification où vous allez recevoir un code par email que vous allez devoir venir mettre. Sur l'email inscrit au début du coup. Oui, c'est ça, sur l'email de départ et vous allez devoir venir le rentrer ici. Et puis après, vous allez devoir vous munir d'un document d'identité afin de permettre de vérifier votre identité. Donc vous l'ajouterez tout simplement ici. Le programme va vous faire une petite analyse, ça peut prendre quelques secondes, le temps de vérifier vos documents. Et donc le document, ça peut être soit une carte d'identité, soit un passeport, soit un titre de séjour. Actuellement, c'est ceux-là qui sont proposés parce que c'est les plus faciles à automatiser directement. On est quand même en train de mettre en place un système plan B, on va dire, pour ceux qui n'auraient aucune possibilité via ça de contacter le support directement pour pouvoir alors valider avec la personne humaine, de dire voilà, on valide que c'est bien vous, mais du coup le process sera un peu plus long que juste drag and drop un document dans un serveur.
Tout à fait. Après, vous verrez, donc il y aura un document à signer. Comme ça, vous aurez donc une preuve que vous voulez accepter d'utiliser l'APA d'Odoo. Et donc, les dernières étapes, c'est de pouvoir signer cette validation en reconnaissant que vous acceptez les conditions d'utilisation et de signature du certificat. Voilà, et à la fin, du coup, vous pouvez télécharger tous les documents directement pour les garder chez vous, pour les envoyer à votre comptable ou pour les stocker chez vous. Nous, on garde une copie aussi de la preuve que vous avez accepté que ce soit Odoo. Et comme ça, nous, on est aux normes aussi par rapport à tout ça. Voilà. Puis du coup, vous retournerez dans Odoo et vous verrez que du coup, il y aura ici, au même endroit où vous étiez, il y a un nouveau pop-up que vous allez devoir remplir, oui. avec du coup votre identifiant qui lui va s'autogénérer. Alors il sera autogénéré via le sirène que vous aurez rentré dans votre ID de compagnie ou dans le champ sirène si vous êtes dans une version passée à 19.3. Et ici aussi, vous aurez la possibilité, donc déjà depuis aujourd'hui, enfin depuis lundi, de vous inscrire dans la phase pilote. Et donc, du coup, en cliquant simplement cette petite case. C'est un screenshot, donc ça ne marchera pas. Oui, effectivement. Alors, vous verrez du coup directement que votre demande aura été prise en compte et vous verrez comme ici que vous aurez une date à laquelle ça sera effective, comme je vous ai parlé du délai. Donc ici, moi, je l'avais fait pour l'exemple de juin. Il me disait que je pourrais utiliser le réseau à partir du 3 juin. Je vois qu'il y a une question sur la sécurité, donc je vais peut-être y répondre directement tant qu'on parle ici de la fin du KYC. En fait, on veut qu'on travaille sur des serveurs sécurisés Secnum Cloud, du coup, avec un provider qui est aussi certifié ISO 27001 comme nous. Donc tout ce qui est en place, tout est mis en place pour que la sécurité soit au maximum par rapport à ça et correspond à tout ce que l'État demande concernant la sécurité des documents. Ok. Donc, comme je viens de dire, on peut déjà tester la facturation électronique du coup depuis lundi. Donc, tout simplement en vous cochant la phase pilote, en vous inscrivant dans l'annuaire. Concrètement parlant, qu'est-ce qui va changer dans Odoo? Alors, presque rien. Enfin, en tout cas, toutes les fonctionnalités existantes restent, à part le bouton remettre en brouillon qui va disparaître en fonction de certaines conditions. Il n'y aura pas de changement en termes de droit d'accès des utilisateurs parce que du coup, nos droits d'accès correspondaient à ce qui était attendu. Il y aura juste un petit changement quand même sur les utilisateurs, c'est qu'on va devoir obliger le 2FA pour les utilisateurs. La loi française oblige qu'on mette le 2FA en place pour les gens qui peuvent envoyer des factures au nom d'une entreprise. Donc, ce que nous on a décidé pour cette partie-là, c'est que soit vous activez le 2FA par email, mais alors du coup c'est valable pour tous les utilisateurs de la base de Odoo, soit vous activez le 2FA par application, donc avec un QR code à scanner et puis un code à 6 chiffres dynamique à rentrer à ce moment-là. Et alors là, c'est que pour les utilisateurs qui vont utiliser la facturation, mais ça veut dire que si un utilisateur qui n'a pas le 2FA actif veut envoyer une facture, il ne pourra pas le faire, il devra absolument activer ce 2FA avant. Oui, effectivement. Et qu'est-ce qui va y avoir de nouveau du coup dans Odoo? On le verra dans la démonstration, mais donc je viens parler du bouton remettre en brouillon qui va disparaître une fois que la facture est envoyée dans certains cas. Exactement. Et on aura aussi un nouveau pop-up pour pouvoir identifier un motif de rejet d'une facture. On aura différents statuts qu'on va vous montrer juste après. Il y aura certains nouveaux champs sur la fiche contact et aussi des nouveaux menus pour l'e-reporting du coup qui sera accessible dans Odoo. Donc globalement, c'est ce qu'on va vous montrer dans la démonstration. On peut peut-être déjà faire un petit tour sur les questions avant la démo aussi. Oui, comme ça, parce que je vois plein de questions. Parce qu'il y a des les questions se rajoutent, donc on va quand même déjà essayer de répondre à quelques-unes. Donc, moi j'ai vu que pour mettre à jour les listes, c'est ce que je vous avais montré, il faut aller dans Applications, mettre à jour, et alors là vous allez pouvoir le retrouver. Après, n'oubliez pas d'enlever bien le module Apps pour pouvoir taper PDP et trouver le module. Alors du coup, ici je vois les questions. La première question sur l'adressage électronique de ses clients à soi. Vous allez voir dans la démo, en fait ça se fait automatiquement à partir du moment où le sirène est entré, on va déjà le pré-remplir directement. La question sur le endpoint en cas de multi-compagnie, comme on l'a dit en fait, ce sera, si vous avez des branches ou du multi-compagnie, vous aurez droit à un endpoint par branche ou par compagnie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et si même vous avez un système un peu hybride avec un espèce de multi-compagnie, mais que c'est la même compagnie derrière, vous pouvez toujours faire un underscore département vente ou département compta ou je sais pas, enfin ce que vous voulez derrière pour gérer ça. Mon expert comptable à son propre PM demande est-ce que les informations envoyées par Odoo seront suffisamment riches pour son système. Chaque PA aurait donc la liberté d'ajouter plus ou moins des informations dans les formats demandés. Alors nous on est sur des formats de base, on est sur les formats UBL standards, donc qui sont
suffisamment riche pour 80% des cas, je vais dire. Je sais qu'il y a certains secteurs qui demandent des choses plus particulières, mais ça, à ce moment-là, s'il les faut, soit c'est juste des champs à mettre dans le XML, et donc là, on va mettre en place un système qui permettra de le faire via le studio. Soit c'est des demandes plus complexes avec des calculs à générer, etc. Et alors là, ça passera par des plugins dans ces cas-là. Mais je veux dire, pour 80% des factures de base, les formats UBL sont des formats standards avec toutes les informations de TVA, d'articles, quantité, label, conditions de paiement, compte bancaire, etc., etc. L'autre question sur comment gérer l'archivage fiscal et légal du doc facture d'achat, ça ne change pas par rapport à aujourd'hui. Alors nous, on n'a rien changé. En fait, la seule contrainte qu'on a de notre côté par rapport à l'APA, c'est d'avoir l'archivage des logs pendant un certain nombre d'années. Je pense que c'est 10 ans, mais je ne sais plus le chiffre exact. Parce que ça, évidemment, on va le faire. La partie archivage de la facture du côté client, tant qu'il paye sa subscription Odoo, il va pouvoir la garder. Sinon, il existe des solutions d'archivage externes où ils peuvent télécharger alors en LOL les documents XML et les mettre sur des solutions d'archivage plus poussées, sécurisées ou des choses comme ça. Ça, c'est possible aussi. Et s'il veut rester dans Odoo mais qu'il veut avoir un archivage plus figé aussi, il peut aussi activer le hash des factures. Lorsqu'on importe des données société, reste compagnie, quels sont les champs obligatoires pour éviter tout rejet? Alors idéalement, il faut évidemment le numéro de sirène. Ça, c'est la base. Donc en compagnie ID, ça marche, ou alors directement en sirène, mais je pense que le compagnie ID est le plus simple, surtout que le champ sirène en tant que tel n'a été rajouté que récemment. Pour le reste, il faut effectivement les adresses complètes des sociétés, et il faut, je réfléchis, l'adresse complète avec le pays, la rue, le numéro, la ville, le code postal, et je pense que c'est à peu près tout. Le reste, le nom de la compagnie, quoi, mais voilà. Comment s'inscrire? Nous sommes utilisateurs d'Odoo. On y a répondu. Il faut installer le module et puis aller dans configuration, comptabilité, scroller tout en bas pour pouvoir ouvrir l'authentification. La présentation, elle sera disponible quelque part. Effectivement, on vous donnera le lien à la fin. Est-ce qu'il faut prévoir une mise à jour pour les environnements on-prem? Je vais juste me permettre de répondre pour la partie du document. Donc, il y a un lien dans la description. Ça termine par TKE. Je mettrai directement à côté de l'URL du replay le lien du diaporama. Voilà, je pense que comme ça ce sera plus facile pour trouver ça. Parfait, voilà. Merci. Pour les mises à jour pour les environnements de prem, ça va être oui, il faut avoir la mise à jour avec le code de lundi parce qu'on a mis les modules en production lundi. Donc il faudra ça, et si on fait des mises à jour sur ces modules, il faudra les remettre à jour, mais voilà, ça reste le process habituel. Les deux questions suivantes, donc sur la facturation électronique qui serait disponible sur la version communauté, oui. Et est-ce qu'il y a un prix à payer? Non, comme pour la version entreprise. Oui. Alors le nom du module, ça on l'a montré. Oui. Les mises à jour SH, c'est la même chose que l'on-premise, il faut faire les mises à jour via le code. C'est une adresse email générale de comptabilité ayant les droits. C'est par rapport au mail du dirigeant. Il faut que ce soit l'adresse email qui est répertoriée dans le site de la banque info d'entreprise française. Donc je ne sais plus comment s'appelle le site exactement, mais c'est le site où... C'est pas Papers? Non, Papers c'est juste qui reprend sur ce site-là. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va interroger ce site officiel avec une API pour aller vérifier que la personne a bien le droit de le faire. Donc c'est le site où la personne a signé les documents pour dire qu'elle crée l'entreprise et qu'elle est actionnaire majoritaire de l'entreprise, ou en tout cas personne majoritaire dans l'entreprise. Et est-ce que pour la phase pilote, on veut mettre une autre adresse mail pour l'inscription? Non. On peut mettre une autre adresse email, mais par contre, le nom et les documents d'identité devraient être celui de la personne qui est responsable de l'entreprise. L'adresse email, à la limite, ça c'est pas gênant. S'il est à côté de vous et qu'il donne sa carte d'identité ou qu'elle donne son passeport ou peu importe, à ce moment-là, ça peut marcher aussi, mais c'est la personne en tant que telle qui doit le faire. Il faut renseigner l'adresse mail du dirigeant, mais comment faire en sorte de rattacher l'adresse mail de l'ADV? Je suis pas sûre de comprendre la question. Je ne sais pas ce que c'est de l'ADV. Si la personne qui a posé cette question-là peut mettre plus d'informations, on y répondra. Si la PA d'achat est chez notre comptable, possible d'utiliser Odoo pour uniquement l'émission des factures en PA d'émission, tout à fait. Oui, bien sûr. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça va aussi rajouter les flux de cycles de vie de paiement, etc. Du côté Odoo, vu que les cycles de vie de paiement seront liés sur les factures envoyées, donc émises. Ok. Mais peut-être qu'on peut parler maintenant des cycles de paiement et revenir aux questions après. Oui, on peut avancer dans la démo, je pense. On a déjà fait un bon tour des premières questions. Donc. Okay. On aura de toute façon du temps à la fin de la démo pour répondre à toutes les questions aussi. Donc on fera ça à ce moment-là. Voilà.
Si on revient à notre explication, on sait que le sujet qui était très important autour de la réforme électronique était notamment la gestion des statuts. Donc, l'État français a imposé 4 statuts qui sont obligatoires, donc le déposer, le rejeter, l'encaisser et le refuser. Donc, évidemment, c'était obligatoire, Odoo les prend en charge. Et on a aussi pris le parti de travailler avec 4 statuts qui étaient recommandés par l'État. Donc, du coup, on va gérer les statuts émis par la plateforme, reçus par la plateforme, la mise à disposition, l'approuver aussi. L'approbation et l'approbation partielle également, parce qu'en fait, l'approbation ici se basera vraiment sur le fait que le paiement est en cours, comme je l'ai dit tantôt, mais on générera le lien de paiement exact quand le paiement sera arrivé en banque. Et donc si le paiement en banque est reçu et est partiel, l'approbation partielle sera mise en... Enfin, on renverra alors le statut au gouvernement dans le reporting, comme quoi c'est partiellement payé et pas complètement payé. Ok, merci. Du coup, on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble dans Odoo maintenant. On va aller dans Odoo. Donc, je vous ai parlé de quelques changements qui étaient déjà disponibles. Donc, juste pour rappeler aussi, donc pour l'activer, on va dans les paramètres de la comptabilité. On va pouvoir scroller jusque quasi tout en bas. Et ici, on aura la possibilité de s'inscrire du coup dans les annuaires. Donc, vous voyez ici, moi, je suis inscrit et je suis capable d'envoyer des factures depuis le 3 juin. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on a un ID au-dessus, donc qui est repris le ID 02225. Ça, c'est l'ID typiquement de la facturation française, donc l'ID FRCTC pour ceux qui veulent les termes plus techniques. Il sera aussi disponible du coup via PayPal. Donc ça veut dire que si on reçoit une facture sur cet ID-là depuis PayPal, depuis une société qui n'est pas en France par exemple, on recevra les factures également directement dans Odoo. On voit aussi en dessous ici dans les options du coup on peut choisir le journal directement ici. Il y a une petite différence par rapport à la Belgique, parce que je sais qu'il y en avait qui avaient déjà activé PayPal, c'est que on n'est pas capable de recevoir les factures directement dans l'application Documents. Donc ici, actuellement, ça sera uniquement dans un journal d'achat. Oui. On est en train de travailler sur l'intégration de Documents également. C'est juste un petit peu plus complexe que la partie en Belgique, parce qu'évidemment ici on a tout ce qui est donc cycle de vie de paiement, cycle de vie d'envoi au PPF, etc. Et donc ça, il faut arriver à le gérer correctement. Et donc on s'est dit, dans la première phase, on le sort comme ça, mais a priori la gestion de documents devrait être disponible sans doute d'ici la mise en place de la réforme, ou en tout cas pas très loin après. Okay. Alors en dessous, vous voyez aussi qu'on a donc laissé une case possible pour activer ou pas l'envoi de factures au PPF et donc le reporting. Par défaut, elle est activée, mais libre à vous de la désactiver si vous n'êtes pas concerné par le problème d'envoi et que vous devez être juste récepteur pour cette année-ci. Sachez quand même que le 1er septembre 2027, tout le monde sera activé d'office. Mais ici, on laisse déjà la possibilité aux gens de dire, moi je veux quand même l'envoyer au gouvernement ou pas. Ça, c'est un choix qui est dans vos mains. Et vous choisissez du coup le régime. Et on choisit exactement le régime en dessous qui va différencier du coup si on envoie le reporting tous les 10 jours, tous les mois, la durée pour les reportings de paiement, si c'est tous les mois ou tous les 2 mois, etc. Et on a ici la possibilité de se désinscrire. Si donc on sait par exemple, moi je suis inscrit dans la phase pilote pour le moment, je voudrais me désinscrire, je peux tout simplement venir décocher cette case. C'est ça. Ou la cocher, si vous ne l'aviez pas coché avant, vous pouvez le faire aussi. Toujours en gardant en tête que ça sera actif que le lendemain. Parce que le gouvernement envoie tous les statuts de changement d'un jour durant la nuit qui suit. Ok. Et donc concrètement, on va aller regarder un peu les nouveaux champs qu'on va trouver dans Odoo. Donc en premier lieu, si je vais sur une fiche contact, et par exemple que je vais prendre ici NJ, que j'ai créé tout à l'heure, ici à côté de mon numéro de TVA, j'ai la possibilité maintenant, attention qu'ici on est en 19.3, donc si vous êtes sur des versions antérieures, vous n'aurez pas encore cette option avec le plus, mais du coup ici j'ai la possibilité de directement pouvoir rajouter des champs sur ma fiche, donc notamment par exemple le sirène, que je peux prendre et rajouter. Je pourrais aussi rajouter... oui, pardon, je me suis trompée. Mais c'est pas très grave. De toute façon, même si le client se trompe, s'il a mis le sirène à la place du sirène, nous, de toute façon, derrière, on recalcule en fonction du nombre de caractères, de savoir si c'est un sirène ou un sirette, et on tient en compte, du coup, ce qu'il faut à ce moment-là. Voilà.
Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va voir que, du coup, grâce aux informations qu'on met là, dans la partie l'onglet comptabilité, on va pouvoir retrouver toutes les informations d'invoicing ici. Et on va voir que, du coup, Odoo va automatiquement me compléter le champ ici pour pouvoir aller rechercher dans l'annuaire. Ici, vous voyez qu'on a un statut qui nous dit que le partenaire n'est pas dans l'annuaire. Alors, c'est normal. Ici, j'ai juste pris NG et il n'est pas dans la phase test. Mais du coup, c'est grâce à ce champ-là que vous allez pouvoir voir si effectivement, oui ou non, un de vos partenaires est dans l'annuaire. Oui, et ce statut, du coup, va aussi servir à la façon dont on va envoyer les documents. Parce que vous allez le voir, on va montrer, enfin, vous connaissez tous l'écran d'envoi de documents en envoi unique. Vous avez le choix au-dessus entre sélectionner email, PDF, impression, par poste, etc. Et donc là, il y aura l'option facturation électronique française qui sera disponible si le partenaire est dans l'annuaire. Et là, vous pouvez la cocher ou décocher, évidemment. Si vous êtes en envoi par lot, alors on va d'office envoyer tous ceux qui sont dans l'annuaire via la facturation électronique. Autre petit point ici pour ceux qui migrent ou qui sont dans des versions antérieures, tu peux peut-être montrer dans vente et achat du coup. Juste là dans le tab vente et achat. Excuse-moi. Dans le tab vente et achat, vous voyez qu'il y a aussi l'ID de la société qui est là, qui peut être soit le Sirène, soit le Siret, et qui du coup va servir aussi à remplir ce champ FRCTC pour la partie, le endpoint, pour envoyer directement à ses clients à ce moment-là. Ici, oui, comme on l'a dit, du coup, on est sur un serveur test, donc l'annuaire test ne contient que les données qui ont été générées par des PA qui se sont inscrites. Donc, je pense qu'on est autour de 3-4 000 inscriptions dans l'annuaire test contre plus ou moins 8 millions dans l'annuaire normal. Donc, effectivement, NG n'est pas dans les sirènes qui sont représentées dans celui-ci. Et c'est pour ça que, du coup, la vérification dit qu'il n'est pas dans l'annuaire. Petit détail, mais ça peut vous aider au quotidien. Ici, vous avez le choix de choisir de la manière dans laquelle vous voulez envoyer des factures avec ce client-là. Donc, par défaut, si vous ne choisissez rien, quand vous allez appuyer sur le bouton envoyer de votre facture, vous allez voir que la case envoyée par email sera cochée et la case facturation électronique aussi. Mais vous pouvez définir ici directement si vous voulez envoyer toujours juste par la PA, juste par email, etc. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est B2B France, inévitablement, à terme, vous devrez envoyer via l'APA. Vous n'aurez pas le choix. Si vous êtes considéré comme petite entreprise, vous pourrez attendre encore pour septembre 2027. Mais sinon, vous serez obligé de le faire. OK. Pour montrer une entreprise qui serait déjà, on retrouve l'information partenaire est dans l'annuaire ici. Et du coup, ça et marche. Ici, on voit aussi qu'on a travaillé avec des suffixes parce qu'on utilise le même sirène dans les deux cas pour la démo. Et donc, du coup, on travaille avec un suffixe en dessous qui permet de différencier les deux compagnies. OK. Du coup, allons dans l'application comptabilité. On a un site comptabilité, mais c'est exactement la même chose pour l'application facturation, évidemment. Donc, du coup, ici, du côté vente, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Directement, vous voyez qu'ici, j'ai mis en évidence un statut PayPal. Si vous ne le voyez pas directement, il est simplement caché ici derrière les petits points, enfin les deux lignes et les deux points. Et vous allez avoir du coup ici la possibilité de voir là où vous en êtes par rapport à vos différents statuts. Oui, il s'appelle encore PayPal, mais il va changer de nom aussi. Exactement. C'est parce que en fait, vu qu'on envoie soit des factures via l'APA pour la France quand c'est du B2B France, soit via PayPal quand c'est du B2B international par exemple, on a repris les mêmes colonnes et les mêmes types de statuts que dans PayPal. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé avec le Odoo en Belgique, on va rester sur le même type de statut. On a juste rajouté les quelques statuts qui sont nécessaires justement à l'APA française. Ouais. Alors du coup, le flux finalement ne change pas des masses. Donc comme on vous avait dit, donc dans Odoo, si je veux faire ma facture, je reste toujours tout simplement en train de mettre mon client, de pouvoir mettre ici un produit. Alors il y a quelque chose qui est obligatoire par rapport pour pouvoir utiliser l'APA, c'est que je suis obligée d'avoir au moins un libellé ou un produit et une taxe par ligne. Je ne pourrais pas envoyer une facture si je ne mets pas de taxe ici. Donc si je suis sur une taxe à 0, il faut vraiment que je mette une taxe à 0. Oui, d'ailleurs j'ai déjà vu la question qui passait dans une des questions du chat. On est obligé d'avoir une seule taxe par ligne, c'est une limitation du format UBL. Donc dans le cas par exemple d'écotaxe, ce qui se passe c'est qu'à ce moment-là on fait une deuxième ligne avec l'écotaxe. Dans Odoo il y a déjà un système standard qui est fait. On peut utiliser le groupe de taxes aussi. Oui, ou alors il y a déjà un système standard qui existe si vous mettez une taxe fixe qui va splitter en une deuxième ligne pour la taxe pour les formats UBL. Mais voilà, il faut le savoir qu'on ne peut mettre qu'une et une seule taxe, enfin minimum et maximum une taxe par ligne, et idem pour le produit, il faut un produit à chaque fois, un produit ou un label. Ok. Une fois que moi j'ai fait toute ma facture, que je suis contente, comme d'habitude, je confirme et puis je vais appuyer sur mon bouton envoyer.
comme je vous l'ai dit, ici, donc vous voyez, on a la possibilité de choisir, on peut toujours décider de renvoyer aussi par email, par courtoisie si on veut, ou bien uniquement par French e-invoicing, et donc je vais pouvoir tout simplement appuyer sur mon bouton. Et le petit bouton test ici veut juste dire qu'on est sur le serveur test et pas sur le serveur de production. Et si jamais vous faites des démos en mode démo, vous verrez qu'il sera marqué démo pour bien prévenir la personne qu'elle n'envoie pas réellement la facture à son client. Il faut un email. Oui, j'enlève l'email du coup. On va prendre le parti qu'on envoie juste en format électronique et on va appuyer sur envoyer. Du coup, là, comme d'habitude, ma facture se charge sur le côté et je vais pouvoir avoir directement les informations dans mon chatter. Donc la facture qui a été envoyée au point d'accès PayPal, ça va changer aussi les mots ici, mais donc on va voir directement les pièces jointes qui ont été envoyées avec le XML qui est ici. Du coup, si je reviens sur mon statut, on voit que pour le moment, je suis sur un statut réception en attente. Donc, du coup, ça peut mettre quelques minutes, le temps que ça parcourt les différents cycles de vie. Par exemple, ici, si je regarde mes statuts, je peux identifier assez rapidement que cette facture-ci, je suis censé l'envoyer aussi via le réseau électronique. Bon, c'est toujours le même client qu'on a mis et qui est activé en test. Mais donc, le fait qu'on voit prêt à envoyer, par exemple, m'indique que potentiellement, je me suis trompée, que je l'aurais envoyé que par mail, ou bien qu'en fait, de toute façon, il n'est pas encore envoyé à l'état. On a d'autres statuts, donc on va pouvoir voir les approuvés par exemple ici aussi. Si je vais dans une qui a été approuvée, donc on va pouvoir voir différentes choses. Donc ici par exemple, on voit le moment hier à laquelle je l'ai envoyé. Et puis on va voir aussi différents réponses, les codes réponses qui ont été reçus. Donc on va voir que par exemple ici, j'ai reçu le code réponse received à 11h33 je pense, c'est un peu petit. Puis j'ai reçu le made available aussi à un certain moment et puis le approuvé à 13h40. Oui, ici les XML sont dessus parce que c'est, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est serveur test, donc on a les XML qui arrivent avec. En production, bien sûr, il n'y aura pas de XML. Oui, vous aurez juste la phrase et du coup le statut, vous pourrez suivre différents statuts à travers le chatter. Pour la partie facture client, tu as des choses à rajouter là-dessus, toi ? Pas comme ça, mais on verra avec les questions, s'il y a des questions qui arrivent. Ok. Du coup, pour la partie fournisseur, comment ça marche ? Vous allez recevoir du coup vos factures quand on vous les envoie via votre endpoint et vous allez les recevoir qui vont entrer automatiquement dans Odoo. Vous voyez qu'on a le même fonctionnement du coup avec le statut PayPal qu'on va retrouver ici. Et vous voyez aussi que les factures, elles arrivent, pardon, pas celle-là, elles arrivent en brouillon. Donc elles arrivent toujours en brouillon. Vous avez le PDF qui a été envoyé par le client qui va se mettre sur la droite. Grâce à l'XML, tous les champs ici vont s'auto-compléter et vous pourrez faire vos vérifications pour être sûr de la correspondance entre vos informations. Ici, du coup, dans le chatter, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que c'est OdooBot qui a travaillé. Donc, on voit que le format a été envoyé ici. On voit les documents qui se sont mis en pièces jointes forcément. Donc, ici, dans ce cas-ci, le PDF et l'XML. On voit que OdooBot a rempli les champs de ma facture également. Et puis, j'ai le même système avec, du coup, mes codes de réponse qui arrivent ici. Donc, du coup, on voit quand j'ai différentes choses qui changent. Oui, ici, on parle bien de réception de XML. Donc, ça veut dire que ça ne passe pas par la reconnaissance optique. Donc, c'est pas de l'ECR, ça n'utilise pas les crédits ECR non plus pour le faire. C'est vraiment juste le programme lit le XML et récupère les données. Et donc, on est 100% fiable vu qu'il n'y a même pas de passage de reconnaissance dessus. Oui. Effectivement, c'est un bon point à souligner. C'est vrai que du coup, l'ECR ne disparaît pas dans Odoo, on le garde, mais vous l'utiliserez beaucoup moins parce que du coup, on lit directement l'XML. Donc pour les factures fournisseurs, il y a une petite différence aussi. Donc c'est comme on l'a dit, elles arrivent en brouillon. Ce que vous voyez aujourd'hui ici, le bouton send envoyer la réponse va disparaître. Donc du coup, il ne faut pas le prendre en compte. Mais l'idée en fait, c'est de se dire que quand je vais appuyer sur le bouton confirmer ici, je vais envoyer le statut confirmé du cycle de vie de ma facture à ce moment-là. Si je vais appuyer, quand j'appuierai sur le bouton annuler, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un pop-up comme ceci. Oui, mais je peux appuyer directement l'annuler ? Ouais. Je vais le faire par là. Ok. Quand vous allez appuyer donc du coup sur annuler parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette facture, etc. Voilà, vous avez le pop-up qui s'ouvre également avec le statut et qui vous permet de pouvoir éventuellement mettre une raison pour laquelle vous annulez. Oui, soit vous pouvez choisir la raison au-dessus dans le menu déroulant. Il y a un choix de plusieurs raisons qui sont déjà disponibles aussi, et vous pouvez évidemment mettre un commentaire pour expliquer le pourquoi. Parce que les raisons, c'est des codes de raison. Donc, c'est par exemple, là, si on prend le duplicate invoice, ça veut dire que c'est une invoice qu'on a déjà reçue une autre fois. On peut toujours remettre un commentaire en disant oui, on l'a reçu par exemple par note de frais ou autre chose comme ça. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais vous pouvez toujours mettre un petit commentaire qui va du coup être transmis aussi à la personne qui vous a envoyé la facture. Comme ça, elle sait pourquoi ça a été refusé.
tout à fait. Une fois qu'on a appuyé du coup sur ce bouton-là, ça s'annule automatiquement et le message va être envoyé. Donc on envoie le code avec le message. Voilà. Quand on appuiera sur le bouton confirmer, là du coup on envoie juste le code du fait qu'on a accepté cette facture. Oui. On l'avait vu d'ailleurs dans les factures de vente, il y en avait quelques-unes qui étaient déjà confirmées aussi. Oui, c'est ça. Sur la partie fournisseur, du coup, voilà les nouveautés. Et on va pouvoir retrouver donc du coup aussi le e-reporting. Donc dans votre menu analyse, si vous allez tout en bas, où on a un nouveau menu ici, qui nous permet de voir toutes les données qui vont être transmises à l'État français à travers le e-reporting. Donc vous voyez ici, on a déjà mis quelques factures dans la base pour pouvoir vous montrer ce à quoi ça correspond. Si je prends le premier ici, je vois que j'ai un premier lot de transactions avec une start date du 1er juin au 10 juin et qui est pour le moment dans le statut ready. Donc ça veut dire que ça continue à s'incrémenter si je rajoute des factures à ce niveau-là. Oui, en fait ce qui se passe c'est que quand on s'inscrit, on enclenche le reporting à partir du premier jour de la période d'inscription. Donc ici, on l'avait vu tantôt, l'inscription date du 3 juin, donc on a enclenché les reporting à partir du 1er juin qui est le début de la période. Et durant ce temps-là, jusqu'au 10 juin, c'est le même fichier qu'on va envoyer. Et donc, on va alimenter ce fichier petit à petit avec toutes les factures qu'on va faire. Si on en fait encore demain, elles seront encore dedans. Le 10 juin, on va regarder, le 11 juin, du coup, on va regarder si toutes les factures sont correctes et prêtes à être envoyées. Si c'est le cas, alors on va envoyer le e-reporting directement au gouvernement. Sinon, on va laisser un peu le temps pour que l'utilisateur corrige ses erreurs. Si jamais l'utilisateur veut quand même envoyer manuellement parce que pour une raison X ou Y sur certains on-premise ou quoi, il n'y a pas de cron qui tourne, des choses comme ça, il peut toujours aller là, cliquer sur Send et envoyer le e-reporting. Ici, ça ne marchera pas parce qu'on n'est pas dans les bonnes dates, mais il peut cliquer sur Send et l'envoyer manuellement alors au gouvernement directement aussi. Et via le Smart Button, on peut évidemment retrouver tous les enregistrements qui sont concernés. Donc tout simplement en cliquant dessus, on retrouvera notre liste. Ici aussi, la liste est modulable, on va pouvoir rajouter des infos, etc. petit à petit. Ouais. Et on le voit aussi, du coup, j'ai pour la même période un rapport e-reporting qui est lié au paiement. Donc ici, c'est parce que j'ai déjà simulé des paiements sur certaines de mes factures. Mais donc, ça fonctionnera exactement de la même manière. C'est ça, sauf que là, les délais, c'est 1 mois ou 2 mois et pas 10 jours ou 1 mois. Ouais. Et du coup, les paiements ne se serviront effectivement que pour ce qui est prestation de service. Donc, c'est-à-dire toutes les factures qui sont encodées avec des TVA de type service. Typiquement un 20S au lieu d'un 20G. Si c'est un 20G, alors la TVA est due directement à l'émission de la facture et donc ne rentre pas dans ce flux de paiement e-reporting. Ok, merci. Du coup, c'est un peu pour les changements dans Odoo. Si je reviens juste à la présentation, il y avait encore donc, cette histoire de cas d'usage en France. Donc du coup, dans la présentation, vous avez accès tous à ce lien-ci où on a la liste des 44 cas d'usage qui a été mise ici avec du coup celle que aujourd'hui Odoo, l'application donc Odoo Entreprise prend déjà en charge et donc avec l'APA aussi. Et c'est une liste qu'on tient en courant. Oui, c'est ça. En fait, l'idée de cette liste, c'est de reparcourir aussi un par un pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire. Est-ce qu'on peut facilement intégrer ce cas d'usage dans Odoo? Alors on le mettra en place. Est-ce que c'est un cas d'usage qui est plus complexe à intégrer mais qui est déjà intégré par des partenaires par exemple? À ce moment-là, le partenaire pourra lui-même faire les modifications pour pouvoir intégrer ça dans les fichiers XML parce qu'en fait, il y a une chose à savoir, c'est que la PA Odoo en tant que telle accepte tout. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où le fichier e-reporting ou le fichier UBL est bien formaté et que ça passe les tests de formatage et que c'est les bons champs bien utilisés, etc., la PA Odoo servira entre guillemets de passe-plat et donc enverra l'information au client ou à l'État s'il faut. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 colonnes ici, c'est qu'il y a la PA Odoo qui elle va gérer tous les cas à condition parfois de développement interne dans Odoo et dans Odoo il y a ce qui est en standard et ce qui sera facile. Je vais essayer encore de peaufiner ça avec ce qui sera facilement mettable en place avec peut-être un ou 2 champs studio et ce qui va demander peut-être plus d'investissement comme du code, un plugin ou quelque chose comme ça. Je pense par exemple à des choses comme les trucs dans le bâtiment, parfois ça sera peut-être plus lié à des plugins métiers qui sont déjà faits, donc là ce sera la personne qui a fait le plugin de plutôt alimenter lui-même la partie reporting derrière. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a les 2 colonnes ici, et donc cette colonne, la partie Odoo, va encore beaucoup bouger à mon avis parce qu'on va repasser dessus, reparcourir, rajouter des infos et on va essayer de faire au maximum pour que ce soit le maximum de cas d'usage soit facilement utilisable par les clients. Mais du coup, la bonne nouvelle aussi, c'est que si des partenaires développent, notre PA serait capable d'accéder, malgré que notre PA est une PA fermée, donc on n'a pas d'accès au code, mais si on est capable d'accéder à tous les types d'accès. La PA est fermée, mais l'accès API depuis Odoo, là, vous savez y accéder quand vous êtes dans Odoo.
vous savez envoyer les informations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est Odoo qui génère le reporting côté Enterprise et qui l'envoie à l'APA pour vérification de structure du fichier. Et après, l'APA l'envoie comme ça. Donc, si dans le code, vous bypassez ça et vous mettez votre fichier XML, ça marche aussi. Super. Donc du coup, voilà, cette liste, elle évolue en permanence. Je sais que j'ai reçu déjà pas mal de mails. On se fait aussi attraper sur LinkedIn sur différents sujets. Donc on travaille, comme Olivier l'a dit, sur un maximum de cas. On est toujours ouvert à la discussion, mais voilà, cette liste, elle n'est pas définitive au jour potentiellement, il y a des options qui vont arriver aussi dans Odoo plus tard. Je pense peut-être qu'un jour, on mettra le facturage en place ou des choses comme ça. Et bien à ce moment-là, ce sera intégré dedans directement si on le fait. Mais ce sera peut-être pas dans les mois à venir où ça dépendra un peu des roadmaps et des priorités. Ok. Super. Ben, du coup, on arrive un peu à la fin de la présentation. Après, on fera 5 petites minutes de pause et puis on répondra à toutes vos questions, promis. Juste au cas où, si vous avez des feedbacks, donc comme on l'a dit, nous, pour le moment, on est dans la phase pilote, on est en phase de test. On a évidemment besoin de tous les feedbacks que vous voulez nous communiquer. Donc, n'hésitez pas. Pour ça, on a créé une adresse mail spécifique, donc feedback-pa@odoo.com. Alors, c'est un projet qui va rentrer, donc n'attendez pas une réponse à tous vos feedbacks, mais c'est toujours intéressant, si vous avez des feedbacks bien construits, à pouvoir nous les transmettre. Maintenant, si quand vous testez, on parle plus de choses qui seraient assimilables à des bugs et qu'il faudrait faire des bug fixes, n'hésitez pas également à contacter direct nos équipes support. Au support ici, on a une partie de l'équipe qui est dédiée à la facturation électronique en France, donc qui est formé et expert sur le sujet, qui pourra du coup évidemment vous répondre assez rapidement. Et je dirais même plus que les tickets support pour les bugs vont passer plus vite que via le feedback. C'est ça. Ici, c'est vraiment, cette adresse-là, c'est plus une optique de feedback, d'amélioration et de travail avec nos équipes ici chez Odoo. Pour tout ce qui est problème technique, gardez le support. Et je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais n'hésitez pas non plus à vous connecter au live chat. Donc là, quand vous êtes sur la page du support, vous avez un bouton qui vous permet de parler directement à un humain. Et du coup, dans les sélections, il y aura quelque chose qui vous permet de parler directement à quelqu'un de cette équipe-là aussi. Petit tips pour vous, les équipes belges qui s'occupent du coup du live chat sont connectés entre 10 et midi et entre 14 et 16 heures du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas pour tous les bug fixes et évidemment voilà, le but c'est d'améliorer le programme au continu. Ici on a encore 3 mois pour être au top pour le 1er septembre, mais voilà, c'est déjà sorti, donc vous pouvez évidemment vous mettre dessus dès aujourd'hui, tester et on reste à votre disposition à ce niveau-là. Tout à fait. Top. Alors, je propose une petite pause de 5 minutes et comme ça, on concatène un peu toutes les questions et puis on y répond dans 5 minutes. Alors, à tout de suite.
Voilà, bonjour. Rebonjour. On a regardé un peu les questions, donc on va essayer d'y répondre au mieux à toutes vos questions. Si je reprends là où on en était arrêté la dernière fois, on en est sur quel est le message si le destinataire n'a pas de PA pendant la phase pilote. En fait, c'est très simple, c'est que s'il n'a pas de PA pendant la phase pilote ou que s'il est inscrit à une PA mais qu'il n'a pas activé la phase pilote, on ne proposera juste pas l'envoi via la PA parce que dans ce cas-là, en fait, on fait la vérification de l'annuaire comme on l'avait montré, donc il ne sera pas dans l'annuaire parce qu'il n'est pas actif aujourd'hui dans l'annuaire. Et donc, il n'y aura pas besoin de message vu qu'on ne sera pas envoyé à ce destinataire-là via la PA. Reste la possibilité d'envoyer par PayPal ou par email ou imprimer la facture, hein, bien sûr. Ok. Question suivante. Mes fournisseurs me demandent ma clé de facturation électronique. Est-ce que cela correspond au Endpoint? Oui, exactement. C'est ça. C'est le sirène underscore quelque chose. Ou le sirène tout court aussi dans la majorité des cas. Alors, comment se passe le changement de représentant en cas de départ? Dans ce cas-là, le mieux c'est de refaire un KYC. Ok. Donc ou tout alors, simplement déconnecter et se reconnecter. De se reconnecter avec le nouveau KYC ou de contacter le support pour changer les valeurs du KYC à ce moment-là. Ok. Bonjour, nous utilisons le module Ecotax OCA qui ajoute une taxe supplémentaire. Le format UBL ne semble pas compatible avec les lignes de facture avec plusieurs taxes. Est-ce que cela sera possible avec la facturation électronique via Odoo? Oui, ça l'est déjà en format de PayPal en Belgique. Ça l'est également à facturation française. Le cas des Ecotax, c'est justement un cas qui est géré. Si vous voulez plus de détails techniques pour vous le faire, je vous invite à contacter le support pour qu'il vous explique. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une taxe à 20% par exemple avec l'Ecotax à côté. L'Ecotax va générer une deuxième ligne dans l'UBL en fait. Donc dans l'interface, ça restera une seule ligne avec les deux taxes. Mais vu que c'est une taxe fixe de ce genre, comme ça, on permettra à ce moment-là d'avoir une deuxième ligne dans l'UBL pour que ça passe. Ok. Dans les paramètres comptabilité, la section French Electronic Invoicing, j'ai pas le bouton activer ou s'identifier, mais un bouton Disconnect PayPal. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui va vous arriver si vous aviez déjà connecté avant la sortie de notre module. Parce que du coup, si vous étiez allé au même endroit et que vous avez fait activer la facturation électronique avant lundi, vous êtes en fait connecté directement au réseau PayPal et non à la plateforme agréée à travers les annuaires. Avec un autre endpoint aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est déjà pas le même numéro. C'est un numéro qui est vraiment sur PayPal. Donc, il va être important de pouvoir venir se déconnecter de PayPal pour pouvoir refaire la procédure correctement avec le KYC, KYB, pour être dans les annuaires et correspondre, passer à travers la PA. Sinon, en fait, aujourd'hui, votre flux, il ne transite pas par la PA, il passe directement par PayPal, ce qui n'est pas autorisé dans le cas de la France. Exactement. Et alors, on est aussi en train, ça sortira normalement d'ici 1 ou 2 semaines, de rajouter un bouton qui permettra du coup directement de dire je me déconnecte de PayPal et je m'inscris dans la PA en un seul clic pour plus de facilité. Parfait. Le numéro de TVA des clients est-il obligatoire? Le numéro sirène est obligatoire. Ouais. Le reste, c'est toutes les mentions obligatoires que l'État demande dans les factures. Je ne pense pas que le numéro de TVA était dedans, excepté si vous faites de la vente internationale. Exactement. L'extension du format UBL EXT CTC FR pour être conforme à la PA sera-t-il pris en compte au lieu de l'UBL? C'est ce format-là qui est pris en compte. En fait, quand on a fait la validation de la PA, en fait, on a dû générer des UBL et les envoyer à ce format-là. Donc c'est ce format-là qui sera mis. C'est juste que tous les champs de l'EXT CTC ne sont pas par défaut rajoutés dans Odoo pour l'instant. Mais comme j'ai dit tantôt, en fait, pour certains cas d'usage, on va permettre de l'autoriser via des ajouts studio, voire intégrés nativement. Et dans d'autres cas, ce sera via des plugins métiers si ça nécessite plus de développement. Ok. Comment ça se passe si on avait déjà activé PayPal et que j'ai désinstallé le module mais erreur? Si vous n'arrivez pas à le réinstaller, à vous connecter, n'hésitez pas à contacter directement le support. Pour ça, ils vous aideront. Le support a tous les droits de désactiver un utilisateur d'un côté pour vous le réautoriser à activer de l'autre côté. Alors, possible de faire de l'envoi et pas la réception? Tout à fait. Comme on a dit, il est possible d'utiliser des plateformes différentes. Dans ce cas-là, on vous invite à connecter d'abord le point de réception. Comme PayPal en Belgique. Ça ne change rien ici parce que dans le cadre, en fait, c'est les endpoints différents. Les suffixes que vous allez mettre derrière le endpoint à la fin du endpoint. C'est ça. Donc du coup, il faut juste utiliser 2 endpoints différents pour pouvoir le faire. Des réceptions dans différents actuellement, journaux. Non. Actuellement, non. Vous choisissez le journal dans lequel vous allez, mais en fait, vu que c'est un journal d'achat, vous allez pouvoir manuellement changer le journal si c'est des cas particuliers. Si c'est des cas plus fréquents, ce qu'on a mis en place en Belgique, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de système de suffixe de routage, c'est qu'on passe par l'application document. Et alors, à ce moment-là, on peut mettre des routines dans le document qui permettent de le faire en fonction de certains critères. Mais
Mais le problème, c'est que, ici, comme j'ai dit ici, on doit encore finir de développer la partie documents, réception de documents, suite à tout ce qui est life cycle, donc cycle de vie qui suit derrière ça. Alors Olivier a répondu un peu trop vite, mais au cas où, la question c'était est-ce qu'il était possible de faire des réceptions des différents journaux en fonction du suffixe de routage. J'ai perdu mon micro, il est toujours activé ou pas? Oui, ok. Donc c'était, oui, c'est possible de faire des réceptions dans différents journaux en fonction du suffixe de routage. Et donc la question était non pour le moment. Et la réponse était non pour le moment. Est-ce que l'envoi Chorus va désormais passer via la PA? Alors, oui, ça va l'être, mais ça ne l'est pas encore aujourd'hui. En fait, l'administration française laisse un délai encore de 3 ou 6 mois après la deadline, donc c'est-à-dire jusqu'à fin décembre ou mars prochain, je ne sais plus exactement, pour passer à des API pour Chorus. Donc actuellement, Chorus reste encore, entre guillemets, le seul qui n'est pas concerné par le passage à l'APA obligatoire directement. Donc ça marchera toujours par PayPal pour l'instant, mais on va effectivement implémenter l'API Chorus pour pouvoir faire le Chorus Pro directement via l'APA. Comment peut-on agenter les suffixes du client? Alors dans le client, aujourd'hui, on avait montré ça, le sirène se met d'office par défaut quand on l'a et qu'il existe. Aujourd'hui, si vous voulez rajouter le suffixe, vous pouvez juste taper underscore et le suffixe derrière. Donc vous pouvez faire underscore sirène si vous voulez. De nouveau, on a une tâche qui est déjà en cours, qui va arriver, qui sera à mon avis là avant le 1er septembre aussi, qui permettra d'avoir la liste de tous les suffixes disponibles pour le sirène en question. Donc en gros, on va trouver le sirène 1, 2, 3 et on va dire, voilà, pour celui-là, il y a 1, 2, 3 underscore département vente, 1, 2, 3 underscore sirène et plein de choses comme ça. Et donc on mettra le premier par défaut, qui sera dans la majorité des cas le sirène tout court, mais il y aura un menu où on pourra choisir les autres qui existent. Et on laissera quand même la possibilité de rajouter à la main si jamais il n'existe vraiment pas. Mais bon, s'il n'existe pas, a priori, il n'y a pas moyen d'envoyer de facture. Sur une instance multisociété, est-ce qu'il y aurait un seul endpoint pour l'ensemble des entreprises? Non. Si on est en société mère et fille, je pense qu'il y a moyen de le faire si on ne met que sur la société mère. Sinon, on peut le faire. Sinon, l'idéal est quand même d'avoir un endpoint par société. Mais si vraiment s'il en faut un seul, parce que je ne sais pas très bien si la question est est-ce qu'il en faut un seul ou est-ce que vous voulez justement pas en avoir un seul. Mais s'il en faut un seul via la société mère, ça devrait marcher. Si j'ai 2 lignes pour l'écotaxe, quid des quantités en stock? Alors, la deuxième ligne de l'écotaxe, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est une deuxième ligne fictive dans l'UBL. Donc en fait, dans Odoo, ça restera une seule ligne et on va générer du coup la deuxième ligne dans l'UBL et donc les quantités en stock ne bougeront pas là-dessus. Ok, comment ça se passe pour les points de vente? Alors pour les points de vente, je ne sais pas si vous aviez vu, ça s'est passé assez vite, mais quand on a montré le module de e-reporting, enfin le module à installer, il y avait un module juste à côté qui était e-reporting pour point of sales. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 2 cas possibles. Soit vous faites une facture directement à votre client depuis le point de vente et du coup ça suit le process normal de facturation depuis la compta. Soit c'est un client comptoir et donc à la fin de la journée, quand vous allez clôturer votre caisse, vous allez créer votre ticket Z de fin de journée avec tout le détail. Et celui-là va être pris en fonction des services, il va être splitté en services et biens, etc. et renvoyé dans le e-reporting de la période correspondante. Du coup, il y avait une question un peu plus bas. Comment on fait pour envoyer une facture PA depuis le poste? Du coup, c'est la même chose. Oui, c'est ça, exactement. C'est la même chose. La démo du e-reporting, en fait, il n'y a pas grand-chose à montrer. Je vois qu'il y a une question qui demande d'avoir une démo e-reporting, mais en fait, il y a tout automatique. Donc, la seule chose qu'on peut montrer, c'est ce qu'on vous a montré, c'est la liste des e-reporting qui sont en cours d'être complétés par les factures et les paiements qui vont arriver. Et puis après, c'est envoyé automatiquement à l'administration. Et tout ça est basé sur tout ce qui est facture. Donc, en fait, une fois que vous faites votre facture et vous utilisez les bons codes TVA et les bonnes adresses et les bons sirènes, en fait, le reporting va faire tout seul. Ouais. Alors, la taxe parafiscale avec un montant différent par produit est soumise à TVA. On utilise justement 2 taxes sur la même ligne. Alors, je ne sais pas quel est le cas précis. Moi, ce que je peux vous dire, c'est, en ayant testé, c'est que s'il y a moyen de le faire, d'utiliser le système de groupe de taxes, en tout cas, ça passe. Sinon, n'hésitez pas, c'est un cas particulier, à faire un ticket au support pour voir si on peut l'analyser ensemble. Oui. Alors, est-ce que les brouillons sont téléchargeables? Je suppose qu'on parle des factures fournisseurs entrantes qui sont en brouillon parce qu'elles n'ont pas encore été validées. Oui, elles sont téléchargeables. C'est des fichiers dans Odoo avec des XML qui sont déjà liés. Tout est déjà là. C'est juste qu'elles restent en brouillon parce qu'en fait, c'est le moment où vous allez dire je confirme ou je cancel qui va envoyer la réponse à votre fournisseur pour dire OK, la facture a été acceptée ou a été refusée.
Est-ce que c'est risqué de laisser cocher email et PA en même temps si la facture est rejetée ou refusée? Non. Le fait d'envoyer un email, c'est plus pour notifier la personne qu'elle a reçu une facture, mais il n'y a plus d'obligation d'envoyer cet email. Donc c'est plus un peu de la courtoisie. Oui, et puis ici, en plus, le statut d'accepter ou rejeter va arriver après avoir envoyé la facture, donc là, en fait, l'email sera déjà parti. Mhm. Comment générer les numéros de séquence de factures qui en ont un caractère non autorisé dans la norme, qui ont un slash? Bah si, nous on envoie la Les facture. factures avec le slash, Ouais, à nous, mon elle sens, passe. les factures passent dans la norme avec le slash. Celle que je t'ai envoyée, il y avait un slash. Donc a priori, il n'y a pas de, il y a rien pour ça. Si jamais c'est vraiment quelque chose qui est nouveau ou qu'on n'a pas, mais a priori c'est pas le cas, on va de toute façon fixer. Alors on fera un truc au plus simple pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on ne changera rien pour lui, mais que peut-être qu'on retirera les slash, qu'on mettra un autre caractère à la place dans le UBL. Je sais pas encore, on regardera. Mais a priori, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tous les slash sont passés. Donc Ouais. Si je suis en multisociété, on est d'accord que l'on peut créer un enregistrement par société. Vous avez parlé d'une inscription par base de données, du coup, c'était pas très clair. c'est par société, oui. Oui, c'est ça que je voulais dire. Pour les factures clients, est-ce que cela signifie que nous n'aurons plus à déposer les factures sous Chorus? Nous avons certainement certains clients qui ont leur propre plateforme de dépôt de factures, elles n'existeront plus non plus. Alors, oui, c'est ça. La partie Chorus va rester encore, comme Pour je l'ai le dit, moment, jusqu'à fin décembre, début de l'année prochaine, en fonction des développements, parce qu'ils viennent récemment de sortir les détails techniques de ce qu'on doit faire. Mais après, à partir de ce moment-là, non, tout passera par l'APA directement, donc il n'y aura plus besoin de passer par des dépôts extérieurs. Ok. La facture reçue va-t-elle bien se lier à la commande d'achat qui aura été saisie en amont pour la gestion des réceptions et la valorisation de stock? Le process, il change pas. Oui, le process reste exactement le même. Ici, c'est vraiment juste la partie envoi de facture qui va changer, mais c'est le process derrière dans Odoo restera exactement la même chose. En fait. On pourra toujours envoyer, relier notre facture fournisseur à nos achats sans souci. En V19, on peut utiliser des rubriques et des sous-rubriques. On peut masquer certaines lignes. Quelles sont les conséquences sur le fichier XML? Alors aujourd'hui, on y travaille justement parce que je pense qu'on a eu en tout cas du côté PayPal, c'est un fichier UBL, donc on a déjà eu cette question-là aussi. Aujourd'hui, dans l'UBL, on a encore le détail, mais on est en train de travailler pour trouver une solution qui est la plus simple possible pour masquer ce détail justement, dans les cas où c'est possible de le masquer. C'est pas toujours possible, mais en tout cas dans les cas où c'est possible, on le masque. Je pense d'ailleurs que c'est déjà fait en production, de pouvoir de regrouper en fait tout le détail dans une seule ligne d'article derrière. J'avais une question sur le statut confirmé égale validé. Donc effectivement, quand vous appuyez sur confirmer sur la facture fournisseur, en fait, l'équivalent, c'est le statut approuvé. Donc voilà. Si le fournisseur n'envoie pas de PDF, d'où reconstitue la facture, comme je disais, il auto-génère un PDF, mais basé sur votre propre template de Odoo, et avec une bannière qui vous mettra en haut à droite, généré par Odoo. Comme ça, vous serez directement identifié que ce n'est pas le PDF original. Voilà, mais comme je l'ai dit, en général, en tout cas même en Belgique où on travaille sur de l'UBL avec du PDF intégré dedans, il y a quand même la majorité des fournisseurs fournissent le PDF dedans. Et s'ils ne l'ont pas, je sais que beaucoup de clients à ce moment-là préfèrent envoyer un mail au fournisseur pour dire est-ce que je peux avoir le PDF pour être sûr. Parce que souvent il y a aussi des petits détails dans le PDF qui ne sont pas spécialement dans le XML, c'est des petites notes en plus, des trucs comme ça, même si la majorité est dedans, mais voilà. Okay. Et puis les fournisseurs aiment bien avoir leur layout aussi de facture, donc ils aiment bien que le PDF soit lié. Qu'en est-il de la vérification de la réception fournisseur avant validation de sa facture? Peut-on rattacher la commande fournisseur à la facture? La facture sera quand même comptabilisée? Bien sûr que c'est deux questions différentes. Non, je crois que tout est ensemble. La vérification de la réception fournisseur avant validation de sa facture. C'est le même encodage qu'aujourd'hui, ça ne change pas par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que les factures arrivent en brouillon aussi. Ça vous laisse le temps du coup de pouvoir faire tout ça derrière avant de la valider. Il n'y a aucun souci là-dessus, elle peut rester en brouillon le temps de. Comment rapprocher une facture fournisseur approuvée arrivée de la PA avec le bon de commande achat, bon de réception? Du coup, ça n'a rien changé. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. En fait, il faut vraiment voir cette facturation électronique comme un moyen de recevoir la facture. Si vous aviez eu la facture en PDF et que vous l'aviez mis en glissé-déposé dans Odoo et qu'elle est passée par le CR ou que vous l'avez encodé à la main ou peu importe, ce sera la même chose. Ce qui se passe ici, ce qui est la facturation électronique, c'est vraiment la partie en amont, c'est que vous n'aurez plus le PDF par email ou vous n'aurez plus à l'encoder à la main parce que le XML est déjà pré-rempli, mais tout le reste du processus reste exactement le même. Alors la question qui est demandée, pas de statut litige? Non, c'est un parti pris qu'on a pris, on ne comprenait pas trop l'intérêt. Il y a le send response qui peut permettre de mettre un commentaire s'il y a un litige. Maintenant, je pense que dans le cadre d'un litige, de manière générale, c'est quand même plus simple de communiquer directement avec la personne que de communiquer par statut interposé. C'est ça.
Si la facture est annulée, l'avoir est générée en automatique? Non. Non. Non, absolument pas. Quid du circuit de validation? Ce n'est pas au comptable de valider la réception de la marchandise ou service dont la facture est réceptionnée via la PA. Là, ça ne change rien. On n'est pas dans de la facturation électronique. C'est toujours des circuits de validation qu'il faut mettre en place dans Odoo. Je ne me trompe pas. Oui, ça reste la même chose. Voilà. C'est un peu, c'est du coup pas le sujet de la facturation électronique. Après, ce qui peut être, je vois peut-être je vois si la question est tournée dans le sens, j'ai une fiduciaire ou un bureau comptable qui va encoder pour moi et c'est pas eux du coup de recevoir les factures et de les valider. Alors pour ça, on a une option dans les journaux de facturation qui dit envoyer une copie au comptable. Donc ça peut dire que la facturation électronique va arriver chez l'entrepreneur directement, qui va valider ou pas ses factures, et là ça va être envoyé, au moment de la validation, va être envoyé par email au comptable qui lui l'aura dans son application et ne devra pas du coup valider la facture de manière métier, je veux dire, il va juste devoir dire ok, la facture elle est validée, je l'encode tel qu'il faut. Pilote et production, c'est au niveau de la DGFiP ou Odoo? Alors c'est la DGFiP qui a mis en place une phase pilote, et donc la phase pilote, pour faire assez bref, il faut que la PA signe une charte et accepte de travailler avec la DGFiP par rapport à cette phase pilote, ce qu'on a fait. Et donc notre phase pilote est active depuis le 1er juin, parce qu'on savait que le module sortait le 1er juin. Et du coup, maintenant dans Odoo, la seule chose, c'est de juste dire je veux participer à la phase pilote ou pas. L'APA étant autorisée à le faire, vous aurez juste en fait dans votre ligne d'annuaire de la DGFiP, vous aurez le start date, donc la date d'activation de l'annuaire qui sera à la date de demain au lieu de la date du 1er septembre. Ok. Pourquoi les cas de facturation suivants, non ou en réflexion pour Odoo App? C'est simplement des choses qu'aujourd'hui on ne gère pas encore en standard. Donc si je prends la facturage, on a mis non parce que c'est pas quelque chose qu'on gère. Donc on sait qu'il y a des partenaires ou des autres applications qui ont développé des choses pour ça. Donc pour la partie Odoo App, c'est vraiment juste est-ce qu'aujourd'hui ce genre de cas est géré et c'est ça. L'idée c'est vraiment de dire si quelqu'un démarre aujourd'hui avec une free trial dans Odoo, est-ce qu'il va pouvoir gérer ce cas-là sans faire quoi que ce soit? C'est pour ça qu'on a mis des noms. Maintenant, Odoo est un programme vivant, on continue à développer des choses, on continue à développer des nouvelles features. Et donc, si une nouvelle feature arrive, évidemment, ce document va changer aussi. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. Mais la logique aujourd'hui est de dire tout ce qui est géré dans Odoo est géré en standard dans la partie PA aussi. C'est pour ça que, par exemple, le POS, qui est un cas d'usage aussi, là, évidemment, on a le post disponible dans Odoo, on a toutes les infos disponibles, donc on a déjà géré toute la partie reporting en natif dans Odoo pour la partie post. Et tout ce qu'on a mis en réflexion, c'est des choses sur lesquelles, comme on disait, Odoo évolue tout le temps en fait, voilà. Et c'est des choses sur lesquelles on voit l'intérêt et qu'on dit potentiellement ça pourrait rentrer dans du standard d'Odoo bientôt ou plus tard. Peut-être dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans, peut-être jamais, ça sera un peu à voir en fonction de chaque cas un par un. Pour le cas de d'usage autofacturation, notre client nous envoie la facture. Y a-t-il une config pour indiquer le journal de vente dans lequel doivent arriver les autofacturations? Oui, exactement. Il y a une option dans les journaux de vente qui permet de dire ce journal est un journal d'autofacturation. Et donc à ce moment-là, tout le process fonctionne derrière via les envois de documents nécessaires à l'administration, etc. aussi. Est-il possible d'avoir la liste complète des champs présents dans le fichier UBL? Je suppose qu'elle doit être dans le code. Ok. C'est dans le code Enterprise qui génère, même dans le code Community à mon avis, qui génère le fichier UBL, ça doit être présent à mon avis, donc il faudra aller voir là-dedans. Ok. La possibilité de se connecter à l'API Odoo via API? Non, aujourd'hui on ne l'a pas fait, donc je sais qu'il y a l'API AFNOR qui existe pour connecter, une API standardisée. Donc notre API à nous entre Odoo PA et Odoo Enterprise est basée en partie sur cette API AFNOR, mais pas complètement parce qu'en fait on a des systèmes qui sont dans le cas à nous, vu qu'on travaille avec nous-mêmes, plus performant de passer par d'autres chemins, d'autres accès API qui sont disponibles pour les gens qui développent dans Odoo. L'idée aujourd'hui a été de dire, vu qu'on est une des seules PA qui offront le service gratuitement, si on ouvre une API AppNor à tout le monde, il y a peu de chances que les gens vont tous utiliser gratuitement, et donc c'est pas non plus l'objectif d'utiliser que la PA. Mais après c'est la situation aujourd'hui, donc je ne peux pas m'avancer sur ce qui va se passer dans le futur ou pas. Ok.
Nous utilisons Odoo uniquement pour la partie commerciale, la comptabilité sur un autre logiciel. Est-ce que je vais être dans l'obligation de gérer les ventes et les achats sur Odoo pour transmettre les factures? Nous avons aussi des achats effectués à l'international hors Union européenne qui nous transmettent que des factures pro forma. Comment faites la gestion dans ce cas? Donc non, on n'est pas obligé d'utiliser, si vous faites la partie commerciale sur Odoo, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser la comptabilité. Vous pouvez tout simplement prendre l'APA de l'autre logiciel. Donc ça, c'est un peu à vous de voir et d'analyser en fonction de vos cas qu'est-ce qui est plus facile pour vous. Maintenant, si vous voulez utiliser la PA d'Odoo pour envoyer et recevoir vos factures, vous pouvez aussi tout simplement, parce que vous faites votre comptabilité, on va dire, journalière dans Odoo, vous pouvez aussi tout simplement venir et exporter de manière assez facile toute la liste de vos factures clients, factures fournisseurs en XML pour les transférer directement au comptable. Et il y a aussi l'option, comme Olivier en a parlé un peu aussi, sur les journaux directement, de pouvoir mettre une adresse mail qui va faire que dès que vous avez une facture qui va se créer dans ce journal-là, elle va automatiquement se transférer vers une adresse mail, donc potentiellement celle de votre comptable si vous voulez communiquer en temps réel avec lui. Mais du coup, on va quand même si votre comptable n'utilise pas Odoo, il va quand même gagner du temps sur l'encodage parce que vous avez la possibilité de directement, quand vous passez par le bouton imprimer, d'imprimer toutes vos factures sous le format XML et donc pouvoir lui transmettre un fichier zip avec tous vos XML à l'intérieur. Oui. Alors, je ne vois pas les mêmes réglages pour activer la facturation électronique que dans votre présentation sur SH, V18 ou V19. Il faut juste s'assurer du coup que le module est bien installé. À mon avis, c'est juste ça, parce que vu qu'avant lundi, c'était le module PayPal qui s'installait par défaut, il faut aller voir, donc comme on avait montré au début de la présentation, c'est-à-dire dans les apps, mettre à jour les modules. En tout cas pour la V18, V19, sur SH, il faut peut-être mettre à jour le code SH d'abord. Et alors après, installer le module facturation électronique française et normalement, au lieu d'avoir connectez-vous à PayPal, vous aurez connectez-vous à la facturation électronique française. Ok. Possible d'avoir un champ dans le libellé de la facture arrivant en brouillon pour que plusieurs personnes puissent identifier leur propre facture pour l'ouvrir et ensuite la valider ou non. Si c'est juste un champ à rajouter, je pense que le plus simple c'est de le faire à ce moment-là via Studio, donc de pouvoir rajouter le champ à ce moment-là. Mais il n'y a rien en standard en tout cas pour cette partie-là. Ok. Dans le cas d'un développement complémentaire pour gérer des cas d'usage non gérés actuellement par Odoo, comment on teste les fichiers et leur lecture par le PA d'Odoo? Est-ce qu'on a un moyen de faire ça? Oui, via la PA test qu'on utilise aujourd'hui pour la démo. Donc ça, il y a moyen de contacter le support pour discuter avec eux pour voir comment faire exactement. Mais en fait, c'est pour avoir accès à la PA test, il y a quelques petites subtilités parce que l'annuaire n'est pas le même. Ça, évidemment, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Mais après, le reste, c'est un système paramétreur à changer. Et alors, vous pouvez avoir accès à la PA test pour pouvoir faire vos tests d'envoi. Et alors, on peut vous remonter les erreurs qui pourraient se reproduire à ce moment-là. Ok. Comment la réception d'une facture d'un fournisseur est-elle liée à la commande d'achat passée dans l'objectif de suivre le flux classique commande, réception, facturation? Elle arrive de la même façon que si vous aviez uploadé un PDF. Et donc, vous savez cliquer au-dessus sur le lien pour créer le lien entre les deux. Malgré la mise à jour des apps, je ne trouve pas l'apps PDP et j'ai bien retiré le apps. Peut-être que si c'est une version SH ou on-premise, il faut peut-être mettre à jour le code aussi avant de mettre à jour les apps. Notre obligation d'émettre est au 1er septembre 2027. Comment recevoir les factures fournisseurs sans envoyer les factures clients e-reporting? Du coup, vous pouvez tout simplement, dans les settings, décocher le e-reporting pour ne pas envoyer cette partie-là. Non, mais c'était déjà marqué en dessous. Ah, voilà. Est-il nécessaire que je demande à mes clients leur endpoint? Alors, normalement, non. Si le client est un client qui va avoir juste un endpoint classique avec un sirène ou sirène underscore sirène à la limite, mais s'il n'y en a qu'un seul endpoint, à partir du moment où vous aurez mis le sirène pour le client, l'endpoint va d'office être intégré, enfin va être calculé tout seul et va être affiché, donc à ce moment-là ça marchera. Si maintenant c'est un client qui a de multiples endpoints pour différents départements, différents usages, différents sirettes, des choses comme ça, à ce moment-là il faudra lui demander lequel il veut utiliser pour ce cas-là, le cas auquel vous envoyez les factures. Ok, je viens d'installer le module en facture de vente, je ne vois pas la notion de cadre de facturation sur la facture de vente. Je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est le cadre de facturation. C'est la notion de cadre de facturation. Je ne sais pas. Remonte qui a posé la question? Eric Catelin, on ne sait pas de quoi tu parles. Tu peux préciser si tu veux. Qu'en est-il des tickets de caisse que nous récupérons lors de notre dépense? Alors ça rentre en tant que recipe via l'app Expense par exemple. Donc à ce moment-là, ça va être géré au moment où vous allez vous allez faire le paiement, on va pouvoir le gérer via le e-reporting. Dans le cadre d'Expense qui serait de plus de 150 € hors TVA, à ce moment-là, il y a l'obligation à la personne en face de facturer la société mère, enfin la société pour laquelle vous faites l'Expense.
Et donc du coup, en fait, on est en train de mettre en place, ou on a déjà mis en place une section de gestion de doublons dans ce cas-là, qui va faire le doublon entre la facture et l'expense pour éviter que vous payiez deux fois, vous payez la facture et l'expense de l'employé. Est-ce que votre module gère les entreprises individuelles, donc seulement un sirène, mais pas de numéro de TVA? Oui, on se base sur le sirène. Si le sirène est dans l'annuaire de l'administration française, on se base là-dessus pour l'envoyer. S'il n'est pas dessus, alors ce sera considéré comme un client B2C. Bonjour, le choix de mon endpoint se fait lors de l'inscription à la PA d'Odoo? Oui, mais vous pouvez... Oui, c'est mieux de le faire à ce moment-là, c'est le plus simple. Est-ce qu'un client recevant la facture ELEC a la possibilité de refuser la facture? Et dans ce cas, comment c'est géré, système d'alerte? C'est ce qu'on a montré, donc effectivement... En fait, oui, il y aura un refus, et donc le client, le fournisseur du coup va recevoir le statut de refus, et donc il saura que la facture a été rejetée par son client. Et donc là, à ce moment-là, ça va être une discussion entre le client et la personne pour dire pourquoi ça a été refusé, etc. Donc il y a moyen de déjà mettre un commentaire dans l'envoi du refus. Mais je suppose que dans ce genre de cas-là, le fournisseur va revenir vers son client en disant ok, on peut peut-être trouver une solution pour régler le problème, ou voilà, ça va dépendre des cas par cas. Ok. Depuis que j'ai activé le module France e-invoicing, les commerçants ne peuvent plus accéder aux factures. Ils ont pourtant le droit de comptabilité facturation. Je dois leur donner les droits complets à la compta, ce que je ne souhaite pas. Il n'y a pas d'autre solution. Normalement, c'est censé marcher avec la facturation, mais je pense qu'il y a un bug effectivement qui a été remonté qui est en train de fixer ou qui est déjà fixé, je pense. Ça a déjà été remonté. Est-ce que les statuts de génération de paiement vont être automatiquement transmis depuis Odoo quand on génère le paiement de la facture fournisseur et quand on note un paiement client payé? Ça va être transmis directement à partir du moment où le paiement est lettré avec la facture. Donc, c'est-à-dire que si c'est un paiement avec entrée, alors on va le transmettre. Mais directement, c'est pas directement. Le statut B2B France va être envoyé directement en in-paiement à la personne en face. Si c'est du B2C ou du B2B international, ce sera lors du moment des reporting de paiement, évidemment. Remonte un peu, il y avait une question sur la relance. De ce fait, la relance client fonctionne de la même façon, envoi vers PayPal et envoi vers client. Non, les relances clients ne vont que vers le client, ne vont pas vers l'administration. L'administration a besoin que des infos qui concernent ce que vous allez déclarer comme TVA après, en fait. Donc à partir du moment où il n'y a pas de... c'est juste une relance, la TVA va soit déjà être due parce que c'était une vente de biens, soit va être due au moment du paiement, donc pas encore due. Et donc ce sera au moment du paiement que la TVA va être reprise en compte. Lorsqu'on a un cabinet comptable, comment déclare-t-on l'inscription pour ses clients? Il faut faire l'inscription via le même process pour le dossier. Alors, par mandat, il n'y a pas. Il faudra envoyer un mail à la personne responsable de la société pour faire son inscription elle-même. Donc avec le lien, l'URL que vous allez pouvoir lui transmettre si elle n'utilise pas Odoo. Un rejet technique veut dire que la facture n'existe pas, ni pour État, ni pour client. Donc l'avoir qui annule la facture est purement interne, ça ne sera pas envoyé. Oui, je vois pas la question. Oui, j'ai pas trop compris la question non plus. Toute entreprise assujettie à la TVA a un numéro de TVA, même si elle est exonérée. Donc les autres... Oh oui, ça c'est une réponse, c'est pas pour nous. Pourquoi les cas de facturation partagés sur le Google Sheet sont non ou en réflexion? On a déjà répondu. C'est un peu touchy, non, de mêler le bouton confirmer et le statut validé au sens de la réforme, parce que ce statut est hyper engageant. Non, parce qu'à partir du moment où vous validez votre facture, c'est que vous avez regardé et que vous êtes OK avec. Donc à partir du moment où elle est validée, il y a une série de pays, même avec quand il y a du H, ou même en France, il y a au moins de mettre du H sur les factures. Une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la changer. Donc ça reste la même contrainte pour moi que de faire ça, que de faire un statut en plus. Et dans un cadre de simplicité, ça permet d'envoyer directement le statut aussi à la validation et pas de devoir faire je valide la facture et puis après j'envoie le statut à la personne. Bonjour, je gère plusieurs sociétés dans Odoo. Il faut que j'active la facturation électronique pour chaque entité. Oui, vous devez le faire sur chaque entité. Pour l'écotaxe, c'est curieux parce que ce n'est pas une taxe, mais une éco-participation reversée à un éco-organisme. Ok. Le cas d'usage, en fait, le principe de parler de l'écotaxe, c'est parce que souvent, on crée une taxe dans Odoo et alors on met deux taxes l'une à côté de l'autre. On l'utilise par taxe. C'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi la possibilité de les regrouper en groupe de taxes pour éviter ce système de. En fait, on a besoin d'une seule taxe par ligne. C'est juste pour ça qu'on en parlait. Le cas d'usage facturation pour le compte 2 est un non dans la colonne Odoo Apps. Ça veut dire que Odoo ne gère pas. Oui, ça veut dire ça. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour nous. Le e-reporting de transactions B2C est-il distinct du e-reporting de transactions internationales? Non, c'est le même e-reporting, c'est juste que dedans, il y a la façon de le formater, il y a une partie transactions internationales
goods, transaction internationale services et transaction B2C. Donc en fait, il y a trois agrégations par jour en fonction de ça. Et je pense que pour l'international aussi, il faut mettre les noms des pays ou les adresses des fournisseurs aussi, il me semble. Ok. Comment gérer la transition, Laurie? Ça dépend ce que tu demandes, donc n'hésite pas à contacter quelqu'un chez Odoo. Après, il y a aussi toute une série de formations qui sont organisées par Odoo dans différentes villes françaises, et il y en a encore beaucoup qui sont au planning, je pense. Oui, tout à fait. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour voir comment ça va se passer, pour rentrer plus dans le détail pratique aussi, à aller voir ces formations qui sont données par plein de gens en interne chez nous qui sont tous calés dans le secteur aussi. Donc, c'est ça. On fait un peu le tour de la France depuis début janvier. Donc, si vous cherchez les événements, vous allez sur odoo.com/event et vous allez trouver toutes les Odoo Academy Invoicing qui sont un peu dans plein de villes en France. Et il y a chaque fois un business show la veille au soir axé sur la facturation électronique. Et le lendemain, une journée de formation entièrement gratuite qui est donnée du coup par à peu près tout le monde chez Odoo. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site d'Odoo pour vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà. On va continuer à descendre dans les questions. Comment la facture fournisseur envoyée par le fournisseur se lie à la commande créée en interne? Ça on y a répondu. La question sur la multisociété est de savoir si possible d'avoir un endpoint par société, mais je suppose que oui. Donc la réponse, oui, c'est effectivement ça. Comment gérer les factures fournisseurs internationales reçues par email? L'exemple, un fournisseur en Tunisie qui nous envoie sa facture. Ça ne change absolument rien aujourd'hui. Vous avez juste à mettre le fichier PDF ou le fichier électronique qui l'envoie directement dans Odoo et encoder la facture, ou l'encoder même à la main si vous voulez. Il n'y a rien qui change du tout, et il n'y a même pas là-dedans, il n'y a rien qui change. Est-ce que le gérant reçoit le mandat d'inscription à signer, mais en fait, au moment où vous lui envoyez l'URL, c'est lui qui va faire la démarche. Et il va signer du coup à la fin le mandat de dire que c'est Odoo la PA. Pour la couverture des cas d'usage, le cas d'usage facturation des centrales est marqué comme en réflexion. C'est un cas dont on a besoin et qui représente un gros CA mensuel. Quels sont les critères pour prendre en charge ce cas? C'est une question de roadmap, de charge de travail à faire, de disponibilité de chez nous, de personnes qu'on peut toucher avec ça aussi, et de voir si on peut rester dans la simplicité, bien sûr. L'objectif de Odoo est quand même de vraiment targeter les petits entrepreneurs de manière générale, et pour qu'ils aient une interface la plus simple possible et la plus fonctionnelle possible, sans pouvoir se poser trop de questions, et que tout fonctionne bien pour eux. Donc ça va dépendre de ça aussi. Si c'est des cas qui nécessitent d'avoir pas mal d'options et des choses comme ça, c'est plutôt, alors à mon avis, via des plugins à faire ou des développements custom à faire aussi. Pour les frais engagés par les collaborateurs au-dessus de 150 € de notes de frais, comment recevoir les factures? Quelles informations devront-ils donner aux commerçants? Un lien sera-t-il fait entre la facture d'achat et la note de frais? Là, du coup, les informations à donner aux commerçants, c'est les informations de leur société qui va être la réceptrice de la facture. Ça va être une facture électronique standard. Et comme je l'ai dit, il y aura du coup, eux vont rentrer la note de frais en parallèle, et donc il y aura un lien qui sera fait entre les deux à ce moment-là. Peut-on être connecté à un PA et à PayPal en même temps? Donc non, en France. Si. Alors vous serez dans les deux, dans tous les cas, parce que vous avez le même endpoint des deux côtés. Ce que j'ai expliqué au début de la présentation, c'est qu'en fait, si vous avez donc vous allez avoir un endpoint 0225 numéro de sirène pour vous, et en fait, ce endpoint-là, il servira pour les Français à travailler via de PA à PA, et pour les étrangers ou via Chorus Pro, pour envoyer par PayPal à ce moment-là. C'est pour ça d'ailleurs que même si vous vous inscrivez aujourd'hui, il est possible que vous puissiez déjà envoyer par PayPal à certains de vos clients, même si vous n'êtes pas dans la phase pilote, parce que du coup l'activation de PayPal sera déjà active. Mais ça veut dire que c'est juste envoyer une facture comme si vous l'avez envoyé par mail, à la limite c'est la même chose. C'est juste que c'est envoyé via le réseau PayPal directement alors à ce moment-là. Mais sans aucune copie à l'état ni rien. Ça, vous n'êtes pas censé le faire, quoi. Vous êtes censé passer par la PA en général. Voilà, mais tant que la phase pilote n'est pas finie, il peut y avoir des cas comme ça. Tu peux descendre. Ça on vient de la répondre, je pense. Comment gérer plus bas, ouais. Comment gérer des factures fournisseurs dans des pays qui ne sont pas encore passés à la facture électronique et qui envoient des factures PDF? Vous les réceptionnez, et vous les drag and dropper, vous les déposez dans Odoo et vous les encodez comme c'est le cas aujourd'hui. La facturation électronique en France est vraiment basée sur le B2B France, et c'est vrai que la deadline de 2030, ce sera vraiment pour l'Europe de manière générale, mais il y aura toujours des factures qui viendront de pays qui ne feront pas la facturation électronique, donc il y aura toujours des espèces d'exceptions pour ça. Quel est le délai pour donner une réponse au fournisseur? Il n'y en a pas. Okay. C'est à partir du moment où vous ferez confirm ou cancel, à moins que votre fournisseur vous demande un délai lui-même, mais nous on n'a pas de limitation dans Odoo qui bloque après un certain temps où on dit pas de réponse depuis 10 jours, on cancel ou quelque chose comme ça.
Ok, donc là on parle du litige qui permet de se faire savoir à la DGFiP qu'on est en litige et qu'on justifie les retards de paiement. Ok, ça peut-être que c'est un feedback intéressant à envoyer et que du coup on va pouvoir l'intégrer de manière assez facile. En fait, ce qui se passe, c'est que tous ces cas sont déjà gérés de côté PA. C'est juste du côté Odoo, on a essayé de simplifier au maximum, mais c'est pour ça qu'on a besoin de feedback aussi, qu'on a sorti le module maintenant pour pouvoir voir ça et adapter ce qu'il faut si besoin. Donc n'hésitez pas à envoyer les informations sur feedback-pa@odoo.com. Oui, mais comment se fait le lien de la facture fournisseur arrivée en brouillon avec la commande faite dans le module achat? Du coup, vous avez le bouton intelligent au-dessus qui vous permet de faire comment ça s'appelle encore le matching, enfin la correspondance avec vos achats, et vous pouvez le faire ligne par ligne. C'est ça. Mais ça, on n'a absolument rien changé par rapport à la facturation électronique. C'est déjà ce qui est le cas depuis plus d'1 an, je pense. Quid des factures fournisseurs faites à partir de la réception faite dans la PA, je suppose. Quid des factures fournisseurs faites je comprends pas la question. Myriam, si tu peux préciser la question, ça serait... Oui, je pense que c'est PA, mais... c'est quid des factures fournisseurs faites à partir de la... Si la facture arrive dans la PA l'enverra dans Odoo, et donc du coup le flux sera standard derrière. Ouais. Je présume. C'est ça que la question. Comment traiter les factures de frais type essence, restaurant, train impayées par une carte bancaire d'entreprise? Via des receipts alors à ce moment-là, et donc dans les factures de vente que vous encodez, des factures d'achat que vous encodez, vous avez le bouton en haut qui dit facture ou receipt, et donc là c'est des receipts, donc ce sera traité de manière receipt dans les reporting aussi. Comment corriger un compte comptable en cas d'erreur d'affectation en cas de facture validée? Comme jusqu'à présent, vous avez toujours accès dans les écritures comptables aussi pour changer en masse les comptes s'il faut. Oui, ça, et alors il y aura effectivement, donc, on avait parlé tantôt du retrait du bouton Reset to Draft. Le bouton Reset to Draft va être retiré principalement des factures B2B France uniquement, parce que l'administration française refuse qu'on corrige une facture à la volée. Par contre, pour tout ce qui est B2C et B2B international, on va l'autoriser. Idéalement, il faut essayer d'avoir la facture la plus correcte possible au départ, évidemment, mais on va pouvoir quand même autoriser le reset to draft. Et s'il y a un changement de montant qui se fait à ce moment-là, on enverra un e-reporting de correction pour expliquer qu'il y a eu un changement dans la facture en question. Sachant que de toute façon, le e-reporting est envoyé au minimum 10 jours, enfin dans les 10 jours après la réception de la facture. Il y a quand même beaucoup de chances que si vous devez corriger un truc comme ça, ce sera corrigé plus ou moins tout de suite et pas après. Mais bon, on peut toujours le faire dans les factures qui ne sont pas B2B France. Okay. Le reste, c'est un blocage légal, on n'a pas trop le choix. Ok, un client qui refuse une facture Odoo nous signale de notre côté OPA, vu qu'a priori il n'y a pas de statut de litige, oui, mais on a le statut refusé qui permet de le notifier. Ouais. Sur l'email du mandataire social, vous interrogez quel site? Le site de référence des entreprises françaises, mais je n'ai plus le nom comme ça. C'est l'équivalent de la Banque Carrefour d'entreprise en Belgique, mais... l'INPI, c'est ça? C'est possible que ce soit l'INPI. En fait, c'est via des API gouvernementales, donc on ne va pas directement nous voir le site, c'est l'API qui va se renseigner sur la base de données. Une facture X a été refusée car une taxe parafiscale soumise à la TVA n'était pas correcte. Comment vérifier que la facture électronique a le bon format? À l'envoi ou à la réception? Ouais. Pour ce genre de choses, je vous invite quand même à faire un ticket support que les équipes puissent regarder dessus, parce que c'est vraiment du cas par cas et ça dépend aussi de votre base de données. Donc, n'hésitez pas à faire un ticket support. Oui, ça dépend de la base de données, de la version de Odoo, de si c'est envoi ou réception, des choses comme ça. Voilà, il y a quand même pas mal de critères et donc le support est là pour vous aider là-dessus aussi. Et bien sûr, s'il y a des cas qu'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui parce qu'il y a un problème dessus, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de fixer au plus vite tout ce qui doit être fixé. Et c'est pour ça qu'on a besoin des feedbacks aussi, parce que on ne sait pas, nous, avoir tous les cas directement comme ça. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là, pour tous les problèmes, à remonter ça au support. Devrons-nous faire notre déclaration TVA comme avant ou la facturation électronique remplacera cette déclaration? Attention, non. Le e-reporting est un moyen pour l'État de vérifier les informations que vous donnez, mais il faut évidemment encore continuer à faire les déclarations de TVA comme avant. Après, tout cas, pour le moment. La logique plus tard, c'est de dire que plus tard, a priori, il ne faudrait plus, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui a été voté nulle part. Dans aucun pays que je connaisse, en tout cas, qui autorise le fait de ne plus faire de déclaration de TVA. C'est juste qu'à terme, effectivement, c'est ce qu'ils aimeraient bien, mais voilà. Dans Odoo, on peut maintenant créer... ça, on l'a déjà parlé, c'était créer des sections avec la possibilité de maximiser les prix. Est-ce que Odoo affichera tous les types de statuts générés par le tiers en face?
C'est les statuts qu'on a expliqués là en fait. Donc, on va afficher que ceux que nous... dans le chatter, je pense qu'on affichera le statut qu'on reçoit du tiers en face, même si on ne le gère pas chez nous. Parce que tous les statuts passent. C'est ça la question. Dans le chatter, on l'affichera, mais dans les statuts vraiment d'envoi, etc., là, on gère que ceux que nous, on a mis. Ok, donc c'est oui. Devrons-nous obligatoirement synchroniser nos banques avec Odoo pour le rapprochement bancaire? Non, ça change. Non, ça change absolument rien. Si vous encodez, c'est toujours mieux, c'est plus simple parce que ça se fera tout seul. Mais si vous voulez le faire à la main, en encodant vous-même les transactions et synchroniser, vous pouvez aussi. Mais par contre, il faudra quand même que la écriture se retrouve dans la banque. Ah non, c'est Infogreffe, voilà, c'est ça le site, je viens de le voir passer. C'est sur Infogreffe qu'on se base. Je sais pas si j'avais dit un autre tantôt, mais c'est Infogreffe. Ouais, t'avais dit NPI, voilà, mais c'est Infogreffe. Je suis connecté à PayPal depuis plusieurs mois. Je suis obligé de me connecter à NovelPay. Oui. Oui, comme je l'ai dit là, on va faire un bouton qui va permettre de faire le transfert facilement. Où peut-on trouver ces formations? Donc c'est sur odoo.com/event. Et là, vous allez retrouver tous les liens. Je crois qu'il y a LinkedIn qui nous a mélangé nos commentaires. Ouais. Parce qu'on retombe sur les mêmes en partie. Ouais, d'avoir décoché. En plus, il y a des réponses. Ouais, ça, c'est une réponse. Prévoit de veille pour les 17. Alors, la 17, ce sera pour. On va la développer en juillet. Donc, elle sortira fin juillet. Ouais. De le cadre de facturation d'être précisé en zone BT23. Je sais pas. Je ne connais pas les zones techniques comme ça par cœur. Ouais. T'as encore d'autres questions ou pas? Ce 4 qui n'a rien à voir. Attends, on remonte un petit peu parce que le 4, c'était la réponse au cadre. Ce 4 qui n'a effectivement rien à voir avec le cadre de facturation Chorus se gérerait automatiquement par Odoo. Distinguo invoicing, ok. Est-ce qu'on peut tester sur une branche staging sur Odoo SH? Oui, alors il y a un mode démo qui est disponible où du coup il n'y a pas de KYC à faire, et donc, mais du coup on n'envoie pas réellement la facture à quelqu'un d'autre. Ça dépend du test que vous voulez faire, c'est juste tester dans l'application, voir à quoi ça va ressembler, vous pouvez le faire via le mode démo. Comme ça reste, on va permettre d'envoyer les factures, mais en fait elles ne seront pas réellement envoyées. D'où le petit démo qui sera affiché entre parenthèses. Si vous voulez faire des tests plus complexes, avec par exemple des plugins que vous auriez développés ou des choses comme ça, là je vous invite à plutôt vous connecter au serveur test via les systèmes paraméteurs. Si vous voulez faire des tests réels, alors il va falloir s'inscrire peut-être avec un ID, avec un endpoint, avec un suffix à ce moment-là, qui ne servira que à ça et que vous effacerez après, quoi. Ok. Est-ce qu'il y aura une période de tolérance comme il y a eu en Belgique de 3 mois? Ça, je pense que le mieux, c'est de demander directement au gouvernement, parce que nous, on se base sur le fait qu'il n'y en aura pas. Comme on l'a fait pour la Belgique, c'est que nous, on se base sur le fait que tout sera prêt et fonctionnel dans tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, en tout cas pour le 1er septembre. Maintenant, si l'État donne une tolérance de 3 mois pour la facturation électronique, c'est possible. La question était plus si eux, ils ne sont pas prêts parce qu'ils sont en train de faire une migration vers la V19, qu'est-ce qui va se passer? Les fournisseurs vont envoyer les factures électroniquement et continueront de les envoyer par email. Ils ne sont pas obligés. C'est plus courtois de le faire, mais ils ne sont pas obligés. Et les factures resteront non réceptionnées sur l'APA? Il faudrait déjà être inscrit sur l'APA du coup. Ouais. Et pour s'inscrire sur l'APA, il faut être en version récente. Donc peut-être que le mieux dans ce cas-là, c'est d'avoir gardé une sorte ou d'avoir une free trial à côté pour la réception sur le temps 2, mais c'est pas du tout l'idéal. L'idéal serait quand même d'avoir la version avec le module en 17, 18 ou 19 pour le 1er septembre. Si c'est vraiment problématique et que vous n'avez pas activé au moins la facturation électronique avant le 1er septembre, mais c'est vrai que comme Olivier dit, on pourrait avoir une base à côté qui va réceptionner toutes vos factures fournisseurs pour ne pas en perdre. Mais voilà, pas l'idéal non plus. L'activation du module de s'inscrire sur l'activation du module en invoicing et authentification de endpoint PayPal remplace l'obligation de s'inscrire sur l'annuaire du PPF. En fait, c'est en activant le module, vous allez vous inscrire via Odoo. En fait, vous allez vous inscrire sur l'annuaire du PPF en disant je m'inscris derrière la plateforme Odoo. C'est ça. Et donc, en fait, je pense même que vous ne savez pas le faire directement sur l'annuaire du PPF. Je pense que vous êtes obligé de passer par le software que vous allez utiliser, Odoo ou un autre, mais qui va lui dire après ce client-là, il est actif et il est chez moi. Ok. Votre rapprochement facture bon de commande n'est pas clair. L'exception de la facture en brouillon, y a-t-il manipulation à faire pour que la commande d'achat, la quantité facturée soit à jour?
Mais du coup, ça, c'est pas lié à la facturation électronique. Non, mais je pense que ce point revient quand même régulièrement. Ouais. Donc, ce que je propose pour ce point-là, c'est qu'on va regarder si une doc est complète dessus. On va la transmettre s'il faut. Et s'il n'y a pas de doc suffisamment complète, on fera une doc en fonction de ça pour répondre. Parce que je vois qu'elle revient quand même très régulièrement. Donc, je pense que ce sera le plus simple. On pourra la mettre à la fin des slides ou on trouvera une solution de la communiquer s'il faut. On fait une réception ligne par ligne dans la DA du module achat. Ah bah, ouais, ok, ça c'est des réponses. Infogreffe, sirène, Oui, c'était DA demande d'achat. Ah, DA c'est demande d'achat et c'était pas PA, ok. Ah oui. Je m'aperçois tardivement avoir lettré avec la mauvaise facture. Comment corriger? Le lettrage c'est très simple, vous pouvez le délettrer et relettrer, ça c'est très facile. Et si ça génère du coup un e-reporting de paiement de correction, on fera le e-reporting de paiement de correction derrière aussi. Pour les associations, on demande si la PA sera disponible pour les associations. À partir du moment où il y a un numéro sirène, il n'y a pas de limitation là-dessus pour nous. Pourquoi les cas de facturation partagés sur le Google Sheet? Non, ça on en a déjà parlé. Pouvez-vous réexpliquer comment fonctionne l'e-reporting pour les tickets CB de frais, type essence, restaurant, train, et payés par une CB d'entreprise, si encodé manuellement dans le journal de banque? Il faudra avoir quand même la note de frais qui devra être encodée du côté fournisseur. Donc il faudra avoir dans le journal fournisseur ou dans le journal de note de frais, peu importe, le receipt, donc le ticket de caisse entre guillemets, encodé dedans. Et alors à ce moment-là, nous on pourra générer, il sera lettré avec la banque, et donc on générera les reporting en fonction de ça. Donc je revois la question sur la V17. Donc pour le moment non, mais comme on a dit, d'ici fin juillet, il y aura un backport vers la V17. Est-ce que tous les statuts envoyés par le tiers seront affichés dans Odoo? On en a parlé, donc oui. Si tu peux descendre un peu. Ouais, j'ai pas entendu la réponse. Pour les factures à titre technique montant à 0, comment seront-elles gérées dans la PA? Les factures à titre technique montant à 0. Si c'est un UBL standard avec un montant à 0, il arrivera dans Odoo normalement. De rien. Quel message à faire passer auprès des petits fournisseurs pour qu'ils passent en PA, donc sur la PA d'Odoo, je suppose, la question pour était qu'ils là. passent en PA, je pense que de toute façon, il n'y a pas le choix. Ils vont être obligés de le faire. Qu'ils passent dans la PA d'Odoo, gratuité, facilité et un truc qui marche, quoi. On gère déjà dans plusieurs autres pays européens, donc du coup, on n'a pas de problème. C'est sûr que là, on a déjà l'avantage, c'est qu'on a déjà une série de pays européens, et pas que européens d'ailleurs, on est dans pas mal de pays, dans l'Amérique latine et compagnie, où il y a de la facturation électronique aussi, ou même dans le Middle East, tout ça. Voilà, on a de la facturation électronique quand même dans plein de pays dans le monde déjà. Je crois qu'on est déjà sur 35 ou 40 pays qui l'ont active. Donc effectivement, on a... D'accord. Pardon ? C'est le Portugal. C'est possible. Mais non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on est déjà dans plus de 30 pays. Donc, effectivement, on a déjà cette expérience-là et on a des équipes qui permettent aussi de rebondir. Alors, certes, il y aura des petits trucs à améliorer ici avec la sortie du module, mais on est prêt à rebondir sur toute une série de choses. Ouais. Le reporting est automatique ou c'est à nous de l'envoyer? Donc c'est, comme on a dit, ça va partir. Donc ils vont se créer. Donc par exemple, là dans mon exemple, j'avais du 1er au 10 juin. Il va laisser quelques jours et normalement il va l'envoyer 5 à 7 jours plus tard. Si moi je veux l'envoyer avant, je peux appuyer sur le bouton Send pour pouvoir accélérer le processus. Mais sinon, effectivement, ça se fera de manière automatique. Voilà. On teste les fichiers en lecture. Pourquoi parle-t-on... Non, ça avait déjà répondu. Pourquoi parle-t-on de e-reporting sur les notes de frais? Ce n'est pas le vendeur qui fait le e-reporting? Ah oui, pardon, oui. Il y a la partie de... Si je ne me trompe pas, la partie de e-reporting sur le paiement des notes de frais qui doit revenir quand même. Parce que le paiement... C'est une bonne question. Je vais vérifier ça par contre, que je ne suis pas sûr à 100% sur cette partie-là. Ok. Les factures exonérées de la facturation électronique comme la formation sont gérées comment? Les factures exonérées de facturation électronique comme la formation sont gérées comment? Comme avant. Alors oui, c'est ça, vous l'utilisez de la même manière qu'avant, en parallèle, sans l'envoyer via la PA du coup. J'ai l'impression que vous avez passé ma question. Bonjour, il m'arrive de faire une facture le 2 du mois la datant sur le 31 du mois précédent. J'imagine qu'avec l'e-reporting, ça ne sera plus possible. Alors, du coup, ce sera possible. Alors, ça dépend. Si c'est des factures B2B, ce sera de toute façon possible parce qu'on en verra à ce moment-là.
Si c'est des factures B2C ou B2B international et qui du coup rentrent dans le statut de e-reporting, si la facture a été faite le 2 du mois pour le mois précédent, il y a deux solutions. Soit le e-reporting a déjà été envoyé et du coup on va devoir envoyer un reporting correctif, soit le reporting n'a pas encore été envoyé et du coup on va pouvoir juste alimenter le reporting en question de la facture qui a été rajoutée et ça passera comme ça. Une PA par base annoncée au début, mais 4 sociétés dans la base. 4 PA donc, c'est pas une PA, c'est un endpoint, donc un point d'accès annoncé par base. Et donc si vous avez 4 sociétés, vous aurez donc 4 points d'accès. Oui, parce que le point d'accès en fait va délimiter de là où vous allez recevoir la facture. Donc a priori, vous n'avez pas envie de recevoir la facture de la société 1 dans la société 2. Et donc vous allez devoir dire, c'est un espèce d'alias, comme un alias email en fait si vous voulez, qui va dire, voilà, ma facture va arriver à cette société-là et pas dans l'autre. Pour les notes de frais, on ne peut pas les saisir et les ventiler directement depuis le journal de banque. Je ne sais pas si c'est une question ou... Non, effectivement. Je ne sais pas très bien. Ok. Comment il identifie cette valeur à indiquer? En effet, sur d'autres logiciels, cette info est indiquée généralement en en-tête de facture de vente. Du coup... De quelle valeur parle-t-on? Oui. Bonjour, nous émettons des factures clients avec un montant de 0 afin de maintenir une numérotation conforme à notre ancien système de gestion. Ces factures seront envoyées via la PA. Elles ont un statut actuel annulé. A priori, si c'est juste des factures pour maintenir la numérotation, je pense que ça ne sert à rien de les envoyer via la PA du coup. Ouais. Je pense que ça ne sert à rien de les envoyer du coup tout court. Il faut juste les confirmer et moi j'aurais peut-être même pas spécialement fait des factures à 0 pour ça, j'aurais juste mis la numérotation, recommencé la numérotation au bon endroit. Maintenant s'il faut remplir les trous de numérotation, des factures en cancel du coup. De rien Lionel du coup. Ceci dit, à ce jour, Odoo inscrit déjà... Ah non mais ça c'est des personnes qui parlent entre elles en fait je crois. Oui, je pense qu'il y a des questions entre elles. Ouais, bonne journée. On arrive à la fin, je pense, du coup, de cette session d'Odoo Insider. J'espère que Olivier et moi, on a pu répondre à pas mal de vos questions. Comme on l'a dit, donc n'hésitez pas à envoyer des feedbacks sur feedback-pa@odoo.com. S'il y a des bugs techniques, d'aller directement vers les équipes support. Et voilà. N'hésitez pas aussi à venir aux formations qu'on donne partout en France par rapport à la facturation électronique. Exactement. Et le replay sera toujours disponible. Il y a aussi un webinaire qui sera donné par notre collègue Winand le 25 juin sur ce sujet-là aussi. Donc, ne pas hésiter. Si vous voulez vous inscrire, vous allez retrouver de nouveau toutes les informations sur odoo.com/events. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et, bonne journée, oui. Et à la prochaine, peut-être sur un autre Odoo Insider. Voilà. Au revoir. Au revoir.